Bonsoir à toutes et à tous. Général, Thierry Liron, je suis entourée de deux colonels, enfin deux colonels, un colonel et un général, je veux dire deux militaires, je vais bien expliquer, donc je fais attention. Eh bien écoutez, bonsoir à toutes et à tous, on est vraiment très heureux, mesdames et messieurs, chers amis, chers élus présents. On vous souhaite tout d'abord, cher général, la bienvenue ici au 26 couleurs, un espace emblématique pour notre commune. Et la bienvenue pour ce point d'actualité, encore hélas bien sûr brûlante, et encore une fois on remercie et on salue la présence du général Chauvency qui nous fait l'honneur aujourd'hui, ce soir, d'animer cette conférence. Je profite pour saluer, nous avons le président aussi de toutes les associations des anciens combattants, je vois des anciens combattants, des membres et plusieurs membres d'associations, je vous remercie tous d'être présents ce soir pour cette conférence. Alors, Thierry, comme je disais, même si Thierry, je te remercie également bien sûr pour l'organisation de cet événement que tu présenteras tout à l'heure un peu plus en détail. Je veux rappeler que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la défense et un commentateur très connu du grand public par vos interventions télévisées. Encore hier, je crois que c'était sur une chaîne LCI. Ouais. Si on ne peut que le déplorer, une activité bien sûr chasse-l'autre, celle qui nous occupe ce soir, qui nous préoccupe est malheureusement toujours présente, étant tant par sa cruauté bien sûr que par les conséquences qu'elle peut avoir sur le peuple ukrainien évidemment, mais également sur l'économie du monde et plus particulièrement de l'Europe et désormais sur notre quotidien à tous, puisque nous savons très bien tout l'impact humain, politique qui affecte les grands équilibres que nous connaissons jusqu'alors. Comment pouvait-on imaginer il y a un an à peine que la guerre qui avait depuis 1945 épargné continue puisse de nouveau sévir aux portes de l'Europe avec l'agression unilatérale d'un État souverain, la violation de son intégrité territoriale et comble de l'horreur, des actes désormais dirigés contre la population elle-même. Les chiffres, si on les rappelle, sont criants bien sûr de cruauté. Depuis le début de l'invasion russe, le 24 février dernier, selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la guerre en Ukraine a fait au moins 17 831 victimes civiles, dont 6 884 personnes tuées et 10 947 blessées. Et la situation, hélas, perdure, voire s'aggrave et ne fait que s'enliser. Si l'émotion du début s'émousse peut-être, il est donc bien de notre responsabilité collective d'une part de rappeler les faits, d'autre part de rester bien sûr solidaires et mobilisés. L'occasion pour moi de rappeler que les Ferro-Fontaines et les Ferro-Pontins ont été exemplaires dès le tout début de la guerre en faisant preuve d'un élan formidable de solidarité. On les remercie chaleureusement et je remercie aussi Thierry qui a piloté ces actions solidaires aussi avec Nicole Lelièvre et les élus ici présents. Dès le mois de mars, des centaines de dons ont été collectés, stockés, triés, puis acheminés avec le monde associatif jusqu'aux lignes de front, au soutien aux populations. Plusieurs convois de matériel et nourriture sont partis de Saint-Fargeau-Pont-Thierry, grâce à cette très forte mobilisation, comme je disais, et nous pouvons bien sûr être fiers et encore une fois remercier toutes celles et tous ceux qui sont engagés pour permettre ces actions solidaires. Alors on félicite, on remercie bien sûr toutes ces familles Ferro-Fontaines qui se sont portées volontaires aussi pour accueillir les Ukrainiens, tout autant que le milieu associatif qui a été fortement engagé. Je pense particulièrement aux bénévoles de l'association aussi de la famille Sol. Je rappelle aussi que les fonds qui ont été récoltés dans le cadre de la Color Run, que nous avons mis en place un événement sportif depuis l'année dernière, ont été intégralement reversés à l'association Île-de-France-Ukraine, que je salue, ici le président et le trésorier. Voilà, donc on vous salue. Donc un grand bravo à tous. Et maintenant, je vais te donner la parole, Thierry. Et encore une fois, merci Général d'être présent et merci à vous tous également.
Alors déjà, je souhaite une bonne année 2023 à tous. J'espère que le général Chauvency va pouvoir nous donner un petit éclairage sur ce que va être 2023 en fait, et si nos factures d'électricité vont continuer à augmenter ou pas. On aura certainement des éléments. Donc le général Chauvency, c'est un camarade de promotion. Nous avons fait, il vient de me rappeler qu'on se connaît depuis la prépa. On a fait la prépa aux grandes écoles militaires ensemble à Saint-Cyr-l'École. Donc on se connaît depuis 1974. Sylvie nous a marqué qu'elle n'était pas née à ce moment-là. Donc voilà, merci. On s'est pris un beau costard déjà tous les deux d'entrée. Donc voilà, ensuite nous sommes de la même promotion de Saint-Cyr. Donc le général Chauvency est diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, breveté de l'école de guerre. Il est docteur en sciences de l'information et de la communication. Il est titulaire d'un 3e cycle en relations internationales. Officier des troupes de marine, spécialité blindée, sur AMX 10 RC. Alors ce petit point peut avoir son importance, n'est-ce pas, mon cher Frédéric Ferco? Nous avons échangé là-dessus, puisqu'il est question que la France fournisse des AMX 10 RC à l'Ukraine, mais peut-être que tu nous en diras plus tout à l'heure. Officier des troupes de marine, tu ne peux pas avoir que des qualités non plus. Donc il a servi en première partie de carrière dans les unités de mêlée de l'armée de terre, au sein desquelles il a participé à plusieurs opérations en Europe, ce qu'on appelle des OPEX, opérations extérieures. Donc il a servi en ex-Yougoslavie, en Albanie, au Kosovo, en Afrique, au Moyen-Orient, plus particulièrement au Liban et aux Émirats arabes unis. Il a été en garnison à plusieurs reprises en République de Côte d'Ivoire et a été assistant militaire au sein de l'armée ivoirienne pour la formation des officiers africains. En seconde partie de carrière, il a servi en particulier au Centre interarmé de concept, de doctrine et d'expérimentation, le CICDE, pour l'élaboration des doctrines d'emploi des forces dans un cadre interarmé, notamment dans le domaine des opérations sur l'information. Pendant 10 ans, il a été à ce titre représentant de la France au sein de l'OTAN sur les opérations d'influence, la communication stratégique et la communication interculturelle. Il est également président d'une association locale de l'Union nationale des combattants. J'en profite pour saluer Roger Delporte et son équipe qui est présente ce soir. Animateur d'un blog depuis 2011 sur les questions de défense et de sécurité, outre ses nombreuses contributions à divers ouvrages, sa dernière publication, Blocus du Qatar, l'offensive manquée, a été publiée en français, en anglais et en arabe. Depuis mars 2022, il est consultant sur LCI, comme l'a dit Madame la maire, on a pu le voir effectivement hier sur un plateau de LCI en direct, pour analyser le conflit ukrainien. Il est par ailleurs conférencier, directeur de préparation aux concours internes des armées, notamment de l'école de guerre, et chargé de cours sur les stratégies d'influence et la propagande dans plusieurs universités. Voilà, je pense qu'on peut l'applaudir bien fort pour l'encourager. En général, mon cher François, je te laisse la parole. Merci. Madame la maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, je vous remercie de m'accueillir ce soir ici. Donc on va évoquer ensemble la guerre en Ukraine. Je n'ai pas la prétention de vous apporter la vérité, et je m'en garderai bien d'ailleurs. J'ai seulement eu l'opportunité, je dirais, depuis 10 mois de la commander en direct sur LCI en particulier, ce qui fait quand même presque 800 heures d'antenne en direct, avec bien sûr une réaction, une analyse à chaud à chaque fois, à partir de ce que vous voulez bien nous présenter ou de ce que vous voulez bien nous communiquer. Donc j'ai néanmoins une petite vision de l'Ukraine et de ce conflit. Je peux vous dire aussi que je ne parlerai pas avec la langue de bois, ce qui me caractérise d'habitude d'ailleurs, je ne parle pas la langue de bois, que bien entendu je répondrai à toutes les questions qui me sont posées si j'ai la réponse, que je m'exprime à titre personnel, que je n'engage pas l'institution militaire, vous savez toutes les précautions habituelles qu'il faut prendre aujourd'hui, parce qu'on ne sait jamais, voilà. Et puis j'espère vous apporter l'objet finalement de réflexion et puis susciter des questions. Sachant que je n'apporterai pas tous les problèmes. Il y a tellement de choses à dire sur ce conflit qui est extrêmement, je dirais, comme on disait de notre époque, dimensionnant pour notre futur. C'est pas forcément la guerre en Ukraine qui est le vrai problème, c'est les conséquences de la guerre en Ukraine qui vont certainement peser sur les relations internationales dans les 10, 15, 20, 30 ans à venir. Et il faut bien en avoir conscience. Je pratique, dans les armées, on a l'habitude de pratiquer une méthode organisée de présentation. Donc je vous ai fait un plan avec ces 3 parties que je vais aborder, soit avec des slides, avec des cartes bien entendu, soit avec des commentaires.
pour vous accompagner finalement dans la compréhension de ce conflit. Mais je suis certain que vous avez des notions, parce qu'on en parle tellement tous les jours, au moins sur les chaînes info. Donc pour certains, je ne leur apporterai pas grand-chose, mais je pense apporter quand même quelques éléments de réflexion. Cette première partie, effectivement, il faut quand même évoquer cette situation, je dirais, géopolitique avant la guerre. Parce que la guerre d'aujourd'hui n'est que finalement que l'explosion de ce qui n'a pas été fait ou a été fait avant. Ça n'a pas arrivé par hasard. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on abordera aussi les forces militaires en présence, même s'il faut bien reconnaître que nous avons des éclairages très partiels de la réalité, parce qu'il y a une guerre de l'information, bien entendu. Et puis, je ferai un petit rappel sur la guerre depuis le 24 février, mais très rapide, entre la situation de départ et la situation d'aujourd'hui, sachant que tous les jours, ça évolue un petit peu, mais seulement un petit peu. En premier point, quand même, qu'il faut rappeler, c'est la situation géopolitique avant la guerre. Il faut quand même rappeler que l'Ukraine est un pays qui est quand même le résultat de l'histoire. Une partie à l'ouest très occidentalisée, notamment en raison, je dirais, de l'autorité austro-hongroise, et c'est là que s'est développé en grande partie le nationalisme ukrainien. Et puis une partie, je dirais, orientale, qui a été sous la coupe de l'Empire tsariste, de l'Empire russe, qui fait qu'on a déjà dès le départ des conditions géographiques et humaines qui pourraient inciter au conflit. S'ajoute aussi peut-être le problème religieux, donc on commence à parler, il y a un certain nombre d'articles qui sont actuellement sur la question religieuse. Bien sûr, l'Église orthodoxe en tant que telle qui s'est séparée et a pris une indépendance nette du côté ukrainien, mais aussi la présence de l'Église catholique face au monde orthodoxe. C'est des questions qu'on peut aborder. Et puis il y a aussi une forte communauté juive avant 1945, donc un mélange aussi religieux. Maintenant, si je devais faire un commentaire sur la population, mais je suis certain que des Ukrainiens n'apprécieraient pas, c'est quand même, vu le nombre de personnes que je vois sur les plateaux, tout le monde est terriblement mélangé. Il y a énormément d'ascendants russes ou ukrainiens dans les mêmes familles. Et moi, je dis aujourd'hui, on est quelques-uns à le dire aussi, nous sommes plus face à une guerre civile qu'à une guerre interétatique, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Toutes les personnes sur les plateaux revendiquent des ascendances de l'autre côté. Donc, la réalité d'aujourd'hui, j'appelle ça une guerre civile. Et quand on parle de guerre civile, tous ceux qui ont étudié l'histoire le savent, quand il y a une guerre civile, ce sont des guerres comme de haine, de massacre à outrance, où il n'y a pas de pardon pour l'autre. Toutes nos guerres nous l'ont montré. C'est comme ça, c'est une réalité. Une fois qu'on a pris cela en compte, on comprend peut-être mieux la dureté des combats aujourd'hui et le positionnement des uns ou des autres dans ce conflit. Rappelons aussi que l'Ukraine a été quand même un État relativement indépendant sous la coupe de l'Union soviétique, je dis relativement. Elle avait quand même son poste à l'ONU comme État membre. Il faut rappeler aussi que c'est un État qui fait plus de 600 000 km², donc plus grand que la France, avec une population de 43-44 millions d'habitants. Et si je rappelle la superficie de l'Ukraine, c'est pour bien montrer qu'aujourd'hui, si on revient à la question militaire, avec le peu d'hommes mis sur le champ de bataille d'un côté comme de l'autre, il est très difficile finalement d'avoir une victoire telle qu'on pourrait la concevoir. 600 000 km², c'est énorme, c'est plus grand que la France. Et puis ce qui a été rappelé par Mme la maire tout à l'heure, c'est finalement les dommages humains. Effectivement, quand on pense qu'il y a environ 6 millions de déplacés, c'est-à-dire les personnes qui ont été déménagées, entre guillemets, de gré ou de force au sein de l'Ukraine, vers l'Ukraine, sans quitter les frontières, et quand même plus de 7 millions de réfugiés, enfin d'autres on dit 8 aujourd'hui, ça tout à l'heure, enfin, plus de 7 millions de réfugiés, c'est-à-dire des Ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine. Donc 7 plus 6 égale 13, sur 44 millions d'habitants, on voit le dommage humain que cela peut causer. Voilà, donc ça c'était, je dirais, l'aspect, pour recadrer très rapidement, l'aspect géopolitique, géographique, humain, qui peut expliquer une partie de ce qui se passe. Mais il n'y a pas que ça, et on va parler, alors, une partie un peu pénible, je vous préviens tout de suite, avec quelques dates. Avec une certaine chronologie de l'avant-guerre, oserais-je dire. Rappelons-nous qu'en 1991, indépendance de l'Ukraine, dissolution de l'Union soviétique, le 26 décembre. En 1994, un élément que beaucoup avaient oublié, accord de Budapest. L'accord de Budapest qui fait parfois, qui réapparaît de temps en temps, c'est l'Ukraine accepte de se débarrasser des armes nucléaires, à condition bien entendu que d'une part la Russie reconnaisse ses frontières, mais aussi que les États-Unis et la Grande-Bretagne garantissent ses frontières. Et quand je parle des causes de la guerre, et vous verrez avec les dates que je vais vous présenter, même s'il y a peut-être d'autres qui vont échapper, que quand même il y a une responsabilité internationale au niveau Europe qui ont permis de créer les conditions éventuelles d'un conflit, même si personne n'y pensait. Mais quand on garantit
officiellement par un traité la sécurité d'un État dans ses frontières, et qu'on ne respecte pas ce traité, c'est aussi une invitation à l'autre, un jour, de mal se comporter. On passe en 2013. 2013, le pro-russe Yanukovych rompt à un accord d'association avec l'Union européenne, c'est-à-dire c'était déjà la première marche vers l'Europe. Hein. Et finalement, ça provoque la révolution de Maïdan, dont on a beaucoup parlé. Alors c'est pas très clair, mais quand vous discutez avec ceux qui l'ont vécu, j'en vois comme quelques-uns sur les plateaux, l'affaire n'était vraiment pas très claire. Et qu'on peut supposer quand même qu'il y a une instrumentalisation de cette révolution au départ de la part des nationalistes ukrainiens, mais aussi sans doute de quelques occidentaux qui ont quand même mis un peu d'huile sur le feu. Hein. Une révolution, il n'y a jamais qu'une seule cause, il n'y a pas forcément un seul acteur. En l'occurrence, la révolution de Maïdan a abouti d'abord au départ du président, qui a fui en Russie, et puis surtout, donc ça c'était entre novembre à février 2014, dans la foulée, qu'est-ce qu'a fait la Russie? Elle a envahi la Crimée en mars. Réaction immédiate. Donc mars 2014, annexion de la Crimée par référendum, on l'oublie, mais il y a quand même eu un référendum, même si on peut toujours dire que ce sont des Russes qui se sont installés, qui ont transformé la composition ethnique de la Crimée. Je ne reviendrai pas sur l'origine de la Crimée, est-ce qu'elle a été ukrainienne, est-ce qu'elle a été tatar, est-ce qu'elle a été russe. On peut remettre l'histoire en cause en permanence. Il y a au moins un traité de 1783-1787 qui a fait que la Turquie a remis par traité, donc c'est un droit international, à la Russie la Crimée. Elle l'avait perdue au cours d'une guerre, donc apparemment la Crimée était russe. Et puis après, vous avez l'affaire de Khrouchtchev en 1954, qui était un Ukrainien d'origine et qui a récupéré la Crimée au profit de l'Ukraine. Voilà, donc ça c'est des petites anecdotes de l'histoire qui font qu'un jour on se retrouve avec une guerre. Mais c'est un autre contexte, il ne faut jamais oublier. Il est très facile aujourd'hui, et je fais un commentaire, de juger sur les causes d'un conflit et de comment il a pu éclater aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des choses avant, et à l'époque, les gens ne pensaient pas pareil, ils ne réagissaient pas pareil, le contexte est différent. Donc il est très facile aujourd'hui de juger en disant il n'y a qu'à Faucon, il aurait fallu que, mais c'est pas comme ça que ça marche. Hein. 2015, les accords de Minsk, il faut en parler, parce qu'on les oublie aussi aujourd'hui. Alors Minsk 1, un échec, et surtout Minsk 2, qui fait quand même qu'il était prévu une certaine autonomie des deux provinces du Donbass, parce que le Donbass s'est révolté aussi en 2014. C'est une zone plutôt considérée comme pro-russe. Et ce Minsk 2, quand même, ne l'oublions pas, avait la garantie de deux autres États, qui s'appellent la France et l'Allemagne, qui normalement devaient s'assurer que les accords soient bien appliqués. Une fois que nos dirigeants de l'époque sont partis de Minsk 2, on ne les a plus jamais revus. Hein. Et donc la solution n'a pas été suivie des faits, sachant qu'il était dit aussi qu'en plus de cette autonomie, il me semble bien de mémoire qu'il y avait un respect aussi de la langue russe qui aurait été pratiquée, et qu'en 2020-2021, je pense qu'il y en a qui me le rappelleront la date exacte, en 2020-2021, le fait que la langue russe soit pratiquée, c'était plus possible, c'est devenu une langue minoritaire locale. Hein, donc ça a aussi un petit peu énervé localement, oserais-je dire. En 2019, il faut rappeler quand même que l'Europe, par l'intermédiaire de l'OSCE, a essayé quand même de mettre en place les conditions de réalisation de Minsk 2. Ça n'a pas abouti. Et d'abord parce qu'il y a eu des oppositions du côté ukrainien, avec des manifestations, sachant qu'aussi, auparavant, je reviens sur Minsk 2, pour que Minsk 2 soit applicable, il fallait que le Parlement ukrainien le vote. Or, le Parlement ukrainien a toujours refusé de voter Minsk 2. Et son application pratique pour les provinces qu'on qualifierait aujourd'hui de séparatistes, donc de refuser l'autonomie à donner. C'est pour ça que je ne connais pas en détail, je dirais, les ressentiments des uns ou des autres, mais quand on voit qu'à un moment donné, il y aurait pu peut-être avoir une solution, même si elle n'était pas parfaite, qu'il y avait une forte crispation de part et d'autre pour que ça ne se réalise pas. Décembre 2019, j'aime bien le rappeler, alors vous allez me dire c'est anecdotique, non, parce qu'aujourd'hui vous avez toujours un gazoduc qui fonctionne de la Russie par l'Ukraine, je ne sais pas où il va après, mais le gaz a été quand même maintenu dans sa production et dans sa délivrance, avec notamment le paiement des royalties à la Russie pour le transfert du gaz venant de Russie. En revanche, il y a une politique intéressante qui a été menée, et c'est vrai que ça a souvent fait l'objet de débats internationaux. Nord Stream 2, dont on a beaucoup parlé, qui est maintenant a priori fermé, ça a été effectivement, par Nord Stream 2, éviter que le gazoduc venant de Russie ne passe par l'Ukraine. Il fallait le faire passer ailleurs. C'était déjà un moyen indirect d'une stratégie pour mettre l'Ukraine en défaut
de rentrée financière, puisqu'elle recevait, je crois, 2 milliards par an, quand même, de dollars de royalties. En 2020, les choses s'aggravent, en quelque sorte. L'OTAN reconnaît l'Ukraine comme partenaire pour améliorer l'interopérabilité et la coopération des forces militaires. Donc, quand la Russie dit effectivement qu'elle craint l'OTAN, et elle n'en veut pas, il y a quand même quelques fumées, il n'y a pas de fumée sans feu. Il s'est passé des choses. Ça ne veut pas dire que l'OTAN était une menace pour la Russie, car je rappelle que l'OTAN est une alliance défensive et qu'elle ne fait que protéger ses membres. L'OTAN n'agresse pas. Donc, c'est un faux sujet. Néanmoins, visuellement, en termes de sensibilité, la Russie a quand même un complexe de l'encerclement. Et dès lors qu'elle voit des bases de l'OTAN se rapprocher de ses frontières, elle s'inquiète. Surtout qu'elle a été quand même en opposition sous le couvert de l'URSS à l'OTAN. Donc, inquiétude. En avril 2021, Moscou commence à rassembler ses forces au large de la Biélorussie. Donc 100 000 hommes s'entraînent. On en parle, ça n'étonne pas grand monde, parce que 100 000 hommes, on ne les sort pas comme ça. Vous savez, nous, qu'on fait une manœuvre, c'est 10 à 15 000. Hein. Et encore, 100 000 hommes qui manœuvrent quand même jusqu'en février 2022. Nous, les manœuvres, c'est peut-être 3 semaines, 4 semaines. Quand vous avez des forces qui s'entraînent pendant presque un an, on peut quand même s'interroger sur l'objectif recherché. Même si ça peut faire partie de la gesticulation politique, pour faire pression, sans faire la guerre. En août 2021, du côté ukrainien, création d'une plateforme pour la récupération de la Crimée. Ce qu'on n'a pas beaucoup dit. Cette plateforme a été créée avec des États, avec des organisations, en août 2021 par le président Zelensky. Et la deuxième réunion a eu lieu en août 2022. Donc l'objet de la récupération de la Crimée au sein de l'État ukrainien est une volonté politique. Donc tout ce qu'on entend aujourd'hui sur le retour aux frontières de 1991, ça fait partie quand même d'un grand projet politique qui inclut la Crimée comme revenant à l'Ukraine. Le 10 novembre 2021, Poutine accuse les Occidentaux de livrer des armes à Kiev. La pression monte. J'en profite, je n'ai peut-être pas dit jusqu'à présent, c'est que d'une part, les Américains, les Canadiens et les Anglais, Britanniques, forment l'armée ukrainienne depuis 2014-2015. Donc ils ont changé complètement le fonctionnement de l'armée ukrainienne. Ils lui ont donné justement les qualités dont elle fait preuve aujourd'hui, en termes de prise d'initiative, décentralisation du commandement, capacité de se battre non pas en vertical, mais en éparpillé en quelque sorte, donc lui donner les qualités militaires qui s'ajoutent aux qualités personnelles, bien entendu. Hein. Là, c'est les modes d'action. On voit bien que le soldat ukrainien, il se bat. Hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Ce n'est pas l'OTAN qui lui a apporté, ou ces 3 États qui lui ont apporté toutes ces compétences. Mais les compétences techniques et tactiques ont été apportées, au point même quand même que l'un des 4 bataillons des forces spéciales de l'armée ukrainienne a été quand même labellisé OTAN il y a 2 ans. Et 7 décembre 2021, on clarifie, Moscou clarifie son discours, l'Ukraine ne doit pas rejoindre l'OTAN. Ça a été le grand débat du début de la guerre, avant la guerre et début de la guerre. On peut comprendre, hein, ce que je l'ai dit précédemment, que quand on a le sentiment d'être assiégé et encerclé, et de voir surtout son espace, je dirais, d'influence se réduire, qu'un État puisse réagir parfois agressivement. Ça ne justifie pas forcément une guerre. Néanmoins, un avertissement. Et puis, 24 février, l'invasion de l'Ukraine. Voilà, c'était quelques dates que je voulais vous citer, il y en a peut-être d'autres qui auraient été importantes, c'est celles que j'ai sélectionnées, parce que là, il y en a beaucoup, pour comprendre un petit peu le cheminement à la guerre, quelles sont les raisons de part et d'autre qui ont pu conduire les uns et les autres à s'affronter, et de mieux comprendre, je dirais, la situation géopolitique aujourd'hui de ce conflit. Et déjà, vous pouvez comprendre que quand on parle de négociations, comme c'était le cas la semaine dernière, ce n'est pas gagné entre la Russie et l'Ukraine. Les puissances militaires. Bon, maintenant beaucoup moins de texte, des images, c'est beaucoup mieux. Rappelez un petit peu quand même les chiffres en présence. Rappelez quand même que, regardez la Russie, 68 milliards de dollars ou d'euros, c'est pas trop pareil, hein, on considère que c'est en euros, hein, qui a quand même, par rapport à l'Ukraine, bon, c'est 15 fois la capacité financière, sachant qu'en gros, 50% du budget de la défense de l'Ukraine a été abondé par les États-Unis depuis plusieurs années. Chaque année, il y avait une aide militaire, financière, donnée par les États-Unis à l'Ukraine.
j'ai mis volontairement l'OTAN et la France à côté pour vous rendre compte un petit peu de ce que ça représente, parce que ça permet de mieux cibler l'effort des uns ou des autres et la réalité des réalité des capacités militaires des uns ou des autres. On donne quelques chiffres de véhicules, il y en a tellement qui ont été détruits aujourd'hui, de toute façon ces chiffres sont faux maintenant, mais c'est pas grave, ça va pas pour vous montrer la masse de matériel qui était déjà en place. Et puis d'un autre côté, quand je parle de l'OTAN, rappelez quand même que c'est une puissance militaire réelle, grâce aux États-Unis, et j'y reviendrai, qui fait que quand même l'OTAN est difficilement touchable. En revanche, il est certain que si elle se mettait en guerre, si elle était agressée sur son territoire, le territoire de ses 30 membres, c'est une masse imposante qui explique pourquoi d'ailleurs la Russie fait très attention dans ses combats pour éviter justement que ça n'aille trop loin. C'est indirectement, l'OTAN est une forme de dissuasion face à une hégémonie militaire russe. Un rappel quand même que l'OTAN s'est projetée face à l'Est. Donc c'est juste pour rappeler quand même que la caractéristique de l'OTAN, l'OTAN c'est un ensemble de forces multinationales. Donc l'OTAN a dispatché à l'Est, en Roumanie, dans les États baltes, en Pologne, un certain nombre de forces, mais l'ensemble n'est pas très important. La force d'action rapide, c'est en gros 20 000 hommes. C'est les Américains qui ont apporté finalement la force de manœuvre de quelques 10-15 000 hommes. Néanmoins, le fait que cette force est plus déployée est une force dissuasive dans les airs, dans les mers et sur terre. Mais c'est là qu'on découvre d'ailleurs, au hasard d'un reportage, que la Roumanie, donc pas loin quand même de la Russie, comportait 6 bases américaines ou de l'OTAN, notamment antimissiles. Donc vous voyez, on découvre comme ça dans une guerre qu'il y a beaucoup de petits faits qui étaient anodins jusqu'à présent, qui prennent une certaine importance. Bon, la France y participe bien entendu, hein. La France a commandé jusqu'au 1er janvier, pendant 1 an, la force de réaction rapide de l'OTAN, donc on a fourni 7 000 hommes sur les 22 000, le général qui commande, et maintenant on est remplacé par les Allemands. C'est les Allemands qui prennent en charge à condition qu'ils arrivent à récupérer tous leurs soldats, dont une partie ne veulent pas aller à l'Est, se trouver en position de combat. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. La guerre. La guerre elle-même, ben voilà la situation au début, en gros le 24 février, simplement pour vous rappeler les offensives, qui expliquent d'ailleurs en grande partie les erreurs stratégiques de la Russie. Il est inconcevable sur un territoire aussi grand, pour nous, militaires, en termes de tactique, qu'on puisse attaquer en aussi grand nombre de points sur une aussi grande distance. C'est plus de 1000 km quand même du nord au sud. Donc une dispersion de force tellement énorme qu'il ne pouvait pas avoir d'effet majeur. Alors ça s'explique par plusieurs raisons. Une sous-estimation de la capacité militaire de l'Ukraine. L'idée qu'effectivement, on l'a dit bien souvent, que le peuple ukrainien allait accueillir en libérateur, notamment les autres pro-russes ou russophones plutôt, les Russes. Et puis donc une certaine, je dirais presque une certaine désinvolture, un mépris de l'Ukrainien. Et là, les Russes sont tombés sur un bec, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, je ne vais pas refaire la guerre, mais vous voyez bien que l'ensemble de cette offensive multiple, c'est contraire complètement au principe de la guerre. Le principe de la guerre, depuis Foch, mais pas uniquement pour lui, on concentre ses efforts sur un point. Là, vous avez une dispersion totale, et quand vous avez en gros que 100 000 hommes, 120 000 hommes qui étaient engagés, 120 000 hommes sur une distance de plus de 1000 km, il ne peut pas y avoir beaucoup d'effets militaires raisonnables, sauf si effectivement le pays vous accueille en libérateur, et que notamment le président Zelensky prenne le train ou l'avion pour partir aux États-Unis comme ça lui a été proposé. Et je pense que là, les Russes n'ont pas pu imaginer, je pense que beaucoup d'entre nous non plus, que le chef de l'État ukrainien resterait en place. Il dirait mais non, je suis chef de l'État, moi je reste. Et je montre l'exemple. J'ai bien utilisé ce terme, montrer l'exemple. Et il a montré l'exemple. Et il a su justement faire front, et tout le monde sait, alors qu'il était quand même très contesté politiquement, mais il a fait front, et tout le monde l'a soutenu. Et c'est là que finalement il a créé cette résilience ukrainienne dans la résistance, et qui a contribué, en plus de tout ce que je vous ai dit précédemment, à résister aux Russes. Aujourd'hui, donc la dernière carte, c'est celle de, oui, ça est visible, c'est la dernière carte de l'état-major des armées. Ils en sortent une à peu près toutes les semaines. Il fait un état, donc vous voyez que quand même les combats, on en parle tous les jours, hein, à Bakhmut, la région de Donetsk et autres, c'est terrible. Hein. Mais bon, maintenant, on peut considérer que les combats sont très localisés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas s'élargir, mais nous sommes dans une phase très difficile. Bon, la télévision en parle tous les jours, hein, en termes de climat, en termes de capacité de mobilité, en capacité de munitions. La seule chose que je dis à chaque fois, tous les jours pratiquement, hein,
moi je suis très surpris que l'armée russe puisse tenir, parce que vu ce qu'elle s'est pris, la logique occidentale, je pense que beaucoup d'armées occidentales se seraient écroulées. Mais l'armée russe tient, et on a du mal à comprendre pourquoi et comment. Voilà, mais elle tient. Voilà. Donc la réalité, elle est là. Et du coup, l'armée ukrainienne finit par s'user sur cette armée russe, qui est d'abord beaucoup plus nombreuse, qui a une population de ressources démographiques beaucoup plus forte, 140 millions d'habitants, qui certes n'a pas forcément des moyens techniques plus techniques que les Ukrainiens, mais vous savez, c'est pas parce qu'on envoie 10 amis cercés, 10 chars léopards, si jamais ils se font, et quelques HIMARS, que ça change la guerre. Il faut de la masse. Or, le problème, c'est qu'il n'y a pas la masse du côté ukrainien, et qu'aujourd'hui, les Russes ont la masse. Et ils n'ont pas le problème de perdre des hommes au combat. Deuxième partie, la guerre n'est pas morte, ou le retour de la guerre totale. Juste pour vous rappeler de quoi parle-t-on, parce que j'ai été très militaire dans mes propos, mais il faut bien prendre conscience, et je vous l'ai dit dans mon introduction, que la guerre, ce n'est pas que la guerre militaire. La guerre, ce que j'ai exprimé là, elle est totale, en passant par la guerre hybride, mais encore la guerre hybride à mauvais terme. Et pourquoi? Parce que cette guerre hybride fait appel à tout ce qu'on a découvert au fur et à mesure du conflit, ce qu'on n'imaginait pas. Je vais y revenir après. Voilà. Alors d'abord, qu'est-ce que la stratégie hybride? Simplement, c'est un moyen d'atteindre ses objectifs sans uniquement le combat militaire. Ça veut dire que ça peut prendre aussi bien des attaques par l'information, que des attaques sur l'économie, que par une instrumentalisation éventuellement du droit international, par l'assistance humanitaire et la pression sur les populations. En fait, c'est pour ça que j'ai appelé ça guerre totale plutôt que stratégie hybride, mais je vous donne cette définition qui est officielle chez nous. Parce que cette guerre hybride, à l'origine, quel était l'objectif? C'était d'éviter le combat armé, éviter l'affrontement militaire. Tout le monde sait aujourd'hui, de manière historique, qu'une guerre militaire, c'est-à-dire avec des gens sur le terrain, on ne sait jamais comment ça se termine, et surtout, on sait que c'est extrêmement coûteux. Il suffit de se retourner vers la guerre en Afghanistan ou en Irak, les centaines de milliards de dollars qui ont été dépensés, on voit bien qu'aujourd'hui, la guerre, c'est contre-productif quand on l'utilise. Donc, comment gagner autrement? Donc, on peut gagner autrement, c'est ce qui se passe avec son d'États, qui ne sont pas forcément des démocraties, qui cherchent justement à manipuler, je dirais, la géopolitique et les relations internationales pour aboutir au même résultat que rechercherait une guerre, mais sans la faire. La Chine est un parfait exemple de cela. Alors, quels sont les outils, finalement, quelques outils que on va attirer votre attention de cette stratégie hybride? On va parler de Zaporijjia. Zaporijjia nous a occupé, centrale nucléaire, civile, est un cas extrêmement intéressant. Si vous prenez les conventions de Genève, il est écrit noir sur blanc qu'on ne se bat pas ni dedans ni autour d'une centrale nucléaire. C'est prévu par les conventions de Genève, c'est écrit noir sur blanc. Là, les Russes, ils sont installés. Et, je dirais, permettez-moi le terme, ils ont bien joué. Parce que tirer sur une centrale nucléaire, tout le monde sait ce que ça peut donner. C'est un contrôle de l'énergie. C'est aussi une monnaie d'échange pour plus tard. Et puis c'est aussi une manière pour les Russes, finalement, de ne pas être frappés, puisqu'ils pouvaient tirer de cette centrale nucléaire sur les Ukrainiens qui étaient à 15 km. Donc c'est un gage civil extrêmement dangereux et qui fait introduire le nucléaire dans le conflit. Et vous remarquez, c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure, le fil rouge de tout ce conflit en permanence, ça a été le nucléaire. Que ce soit du nucléaire civil, que ce soit du nucléaire militaire, que ce soit des missiles, que ce soit des explosions tactiques, tout ceci a été un élément du conflit et qui explique indirectement pourquoi les Occidentaux ne veulent pas que ce conflit ne dégénère. Car si vous reprenez la doctrine de 2020, la première doctrine publique rendue publique par la Russie, il est bien précisé d'abord que la dissuasion nucléaire russe est dissuasive, mais il n'exclut pas l'usage de l'arme nucléaire en cas de menace existentielle, ce qui n'est pas précisé, comme nous, nos intérêts vitaux. Qu'est-ce qu'une menace existentielle? Tout le monde a traduit par c'est la reprise d'une partie ou la menace sur le territoire russe. Et on revient sur la Crimée. Et alors que la Crimée est considérée comme russe, sinon même les 4 oblasts qui ont été conquises depuis mars, statutairement, je dirais, légalement selon les Russes, c'est le territoire russe, donc susceptible d'être protégé par l'arme nucléaire. Vous voyez la difficulté de gérer ce type de conflit dès lors qu'une puissance nucléaire, finalement, est concernée par ce conflit et comment y répondre. Cela explique une certaine prudence des autres États. Donc Zaporijjia, on peut en discuter, extrêmement intéressant comme cas, moi je suis quand même pendant tout l'été,
ça pose de sacrés problèmes et de réflexion, avec bien sûr la manipulation, de part et d'autre. Parce qu'on n'a jamais su qui frappait avec son artillerie sur la centrale nucléaire. Je suis désolé, on a des radars de contre-batterie qui savent dire qui tire sur quoi. Voilà. Donc, et si on ne le dit pas, on peut faire des déductions. Oléoduc et gazoduc, juste pour le rappeler, et je l'avais dit un petit peu tout à l'heure dans la stratégie hybride, tout ce qui touche à l'énergie, Thierry en a parlé tout à l'heure, tout ce qui touche aussi à la sécurité alimentaire, l'Europe découvre sa vulnérabilité, une vulnérabilité consentie pour des raisons économiques, en gros, juste un peu vulgaire, pour des raisons de fric, une certaine forme de mondialisation, en disant, bah oui, de toute façon, la guerre n'aura jamais lieu, on va se développer nos interdépendances économiques, et puis tout ira bien. Ben, Poutine nous a rappelé que non, tout n'ira pas bien. Le jour où quelqu'un ne veut pas respecter ses règles, il dit hey, moi j'ai le gaz, j'ai le pétrole, vous faites comment maintenant si je vous le coupe? Vous voyez les difficultés. Je pense qu'au niveau des différentes communes françaises, le coût de l'énergie, et si je rajoute des problèmes intérieurs sur l'énergie nucléaire, on voit que comme par hasard, il y a une convergence des difficultés qui fait que c'est aggravé. Je suis certain que, par exemple, à titre personnel, que si toutes nos centrales nucléaires avaient bien fonctionné et qu'on n'avait pas fait des choix peut-être un peu hasardeux, pour nous, on n'aurait pas été trop concernés par les questions d'énergie. Voilà. Bon, bah aujourd'hui, la réalité, c'est ça. Oui, les gazoducs que je vous montre et oléoducs, je veux simplement dire que tout le champ de bataille aujourd'hui est parcouru par ces gazoducs et ces oléoducs. Et qu'à la date d'aujourd'hui, aucun n'a été recensé ayant été détruit, sauf ceux dans la Baltique. Pour rappel, vous remarquez, pendant une semaine, ça a été un grand show pour dire quelqu'un a saboté le Nord Stream 1 et Nord Stream 2. On ne sait toujours pas qui l'a fait. Voilà. C'est des choses intéressantes. La guerre hybride, c'est ça aussi. Ne pas revendiquer une attaque. Et tout de suite, je vais aborder le sujet directement. Quand vous avez des frappes sur le territoire russe, par des missiles, par des drones, par des hélicoptères, vraiment, non revendiqués. Je ne pense pas que ce soit les Polonais. Je ne pense pas que ce soit un autre État non belligérant. J'ai quand même le sentiment que c'est peut-être les Ukrainiens. Mais le fait de ne pas le dire, tout le monde est parfaitement conscient que ce sont les Ukrainiens. Mais ne pas le dire, ça évite de dire que le territoire russe a été attaqué. Donc en termes de géopolitique, en termes de, je dirais, négociation ou de soutien finalement des non-belligérants derrière l'Ukraine, ça évite de dire et de condamner. Vous voyez, on est dans une forme d'hypocrisie de la guerre qui s'est mise en place depuis plusieurs mois, mais ce n'est pas la première fois. Vous avez le même cas face à l'Iran, avec Israël. Aujourd'hui, la stratégie hybride, c'est ça aussi, ne pas revendiquer une attaque militaire, alors que tout le monde sait qui l'a menée, mais on ne le revendique pas, ça évite de dénoncer et d'accuser. Donc, ça suffit, on a lancé un message, l'État d'en face a compris le message. Autre point, c'est aussi Wagner dont on parle beaucoup. C'est-à-dire, en fait, je dirais, c'est quand même la conséquence des Américains et de l'emploi de forces, je dirais, paramilitaires en Afghanistan et en Irak depuis les années 2000. Car ça coûtait moins cher d'avoir des forces proxy, comme on pourrait dire, donc des forces militaires dont l'emploi on ne rend pas compte au Congrès et dont le droit à réparation n'est pas exercé. Juste pour info, je crois que les anciens combattants ne me contrediront pas, un militaire qui sert son pays, s'il est blessé, tué, il est pris en charge normalement par la nation, il y a des aides, des prises en charge, il y a un droit à réparation. Un mercenaire, il n'y a pas de droit à réparation. Il me repluche, terminé. On n'en parle plus. Il n'y a pas de cérémonie, il n'y a rien. Il a été payé à un moment donné, il est mort, on n'en parle plus. Il n'a pas le droit non plus à aller dans un hôpital pour se faire soigner par l'État. Tout ce genre de choses, voilà. Et c'est comme ça que s'est fait la guerre depuis les années 2000-2003 avec les Américains qui ont développé les sociétés militaires privées. Qu'est-ce qu'a fait la Russie et Prigogine? Exactement la même chose. Il dit après tout, utilisons ces forces de mercenaires, on ne parlera pas du recrutement, et en Afrique notamment, ils se sont implantés. Parce que c'est un moyen de faire de la géopolitique et de l'influence, tout en étant prédateur, s'ils se payent sur la bête, et donc de mettre en difficulté les États locaux, et éventuellement, je dirais, les sponsors de ces États. Autre arme asymétrique, je dirais, de la stratégie hybride, c'est l'usage des immigrants. On n'a pas fini d'en parler. Vous allez me dire qu'il n'y a pas que la Biélorussie qui l'a fait. Et si je mets ici la Biélorussie, c'est que les Russes l'avaient testé en 2015-2016 vers la Finlande. Dès 2015-2016, l'instrumentalisation de migrants en petit nombre pour mettre en difficulté la Finlande avait été pratiquée.
La Biélorussie l'a refait donc en octobre 2021, novembre 2021, pour mettre en difficulté l'Union européenne, pour voir si elle avait de la volonté, cette Union européenne. Et en fait, il a raison de remarquer que comme c'était la Pologne qui était visée par ces migrants, la Pologne, pour ne pas être enquiquinée, entre guillemets, par différents principes à appliquer, a dit l'Union européenne, c'est pas votre problème, c'est le mien. Et je gère. Ce qui pose une réflexion sur l'Union européenne. C'est à un moment donné, les États doivent assumer leurs responsabilités, leur souveraineté, et dans le cas de nos règles européennes, qui sont quand même, on peut en discuter, mais ce n'est pas l'objet de ce soir, ben certains États disent non, non, ça ne marche pas. Je gère mon affaire moi-même, ça touche à ma sécurité, et ce n'est pas l'ensemble qui va gérer mon problème. Voilà. Je reviens aussi sur la guerre à haute intensité, deuxième point de cette deuxième partie. Ça vous pour rappeler ce que c'est, parce qu'on entend beaucoup parler de ça dans les médias, et je pense qu'il était nécessaire quand même, je vous sors tout là, simplement, en synthèse, la guerre à haute intensité, c'est accepter les morts, et accepter le coût de la guerre. C'est-à-dire, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui sur le théâtre des combats en Ukraine, c'est quoi, 100, 150, 200 morts par jour, de chaque côté. Et vous multipliez par 3 pour les blessés. Ça vous en fait 600. À la fin de la semaine, ça vous en fait 4000. À la fin du mois, ça vous en fait 16 000. Au bout de 10 mois, ça fait 160 000. En fait, le bilan humain, c'est ça la haute intensité. C'est pas la guerre à laquelle nous nous sommes préparés depuis des années, où on faisait nos petits combats de contre-insurrection en Afghanistan et au Sahel. Et les armées occidentales ne sont pas prêtes à ce genre de guerre. Et je pense même que nos sociétés ne sont pas prêtes à l'accepter. Quand on voit le débat, quand on a quelques morts en opération, pour les militaires de carrière, tout ça, c'est dans le contrat. Mais les débats, je dirais politiques, quand on a 89 morts en 10 ans en Afghanistan, c'est-à-dire en gros 8 morts par an, je rappelle que sur les routes, chaque week-end, il y a une centaine quand même, je ne me trompe pas. Ou pour le Sahel, on en a perdu 59, en 10 ans aussi. Vous voyez notre fragilité. Là, le conflit ukrainien de haute intensité nous montre ce que ça coûte, une guerre de haute intensité. Et on revient à ces images qui ont été évoquées à plusieurs reprises sur la Deuxième Guerre mondiale, et surtout la Première Guerre mondiale, qui est peut-être la plus exemplaire, puisque c'était vraiment le militaire contre le militaire. Le civil n'était pas directement concerné par les combats. Mais quand je parle de guerre à haute intensité, c'est ça. C'est accepter les morts et les cercueils. Et vous voyez même le débat chez les Russes sur les cercueils qui pourraient revenir ou ne pas revenir. Donc c'est ça, la guerre à haute intensité. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts. Ni psychologiquement, ni militairement, ni politiquement. Et je dirais que la société, nos sociétés occidentales, sont vulnérables. L'OTAN, j'en ai parlé tout à l'heure, juste pour rappeler, parce que je vais peut-être dévancer un peu ce que je voulais dire, c'est juste pour montrer la progression quand même de l'OTAN, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure n'est pas une parole en l'air. L'élargissement de l'OTAN s'est fait au détriment de l'espace d'influence soviétique hier et russe aujourd'hui. C'est une réalité. Donc, vous voyez quand même que, bien, et puis, ce qui n'est pas peut-être, non, il n'y est pas, la Suède et la Finlande, c'est intéressant quand même, c'est que pour la première fois, on aura peut-être un bloc européen uni, avec notamment, si la Turquie ne fait pas trop obstruction, ce qu'elle fait actuellement, le contrôle complet de la mer Baltique par les États riverains de l'OTAN. Donc, l'encerclement total de la Russie, qui a peut-être aussi posé un problème. Voilà. La crainte du nucléaire et l'élargissement des conflits. Alors moi, je prétends, mais je peux me tromper, qu'aujourd'hui, le conflit principal est en Ukraine, mais qu'il y a des foyers de tension qui peuvent se développer ailleurs, et vous les avez actuellement visuellement. Vous avez le Moyen-Orient, avec Israël et son nouveau gouvernement, et l'Iran. Vous avez bien sûr l'Afrique, où ça bouge beaucoup avec les djihadistes. Vous avez la Chine autour de Taïwan. Tous ces endroits où vous pouvez éclater finalement des conflits qui peuvent détourner notre attention, c'est-à-dire élargir le conflit au niveau mondial sans que ça soit directement lié à l'Ukraine. Mais quand vous regardez la place de la Russie dans tous ces endroits-là, elle est importante, sachant que même Israël refuse de livrer des armes à l'Ukraine, à cause de sa minorité importante de juifs d'origine russe. Donc vous avez des endroits, et n'oublions pas le nucléaire, que je lis à cela, pas pour l'Afrique, mais quand vous voyez toutes ces détentions d'armes nucléaires, j'attirais simplement l'attention sur un point. La Grande-Bretagne l'année dernière a décidé d'augmenter son nombre d'armes nucléaires, ce qui ne s'était jamais vu depuis des années. C'est-à-dire que quand même il y a une remilitarisation de l'espace nucléaire militaire, avec effectivement des armes qui existent. Alors, on peut parler d'armes nucléaires tactiques, qui
aucune arme n'est employée, mais on est à la limite de la fin du tabou nucléaire, dès lors qu'on en parle. Alors, les Russes ont bien compris que s'ils bougeaient, vous allez souffrir, mais néanmoins, le débat est sur la table. Et je ne parle pas de la Corée du Nord, qui, elle, n'a pas trop d'état d'âme. Voilà. Donc, nous sommes quand même à la limite de la fin du tabou nucléaire militaire, ce qui veut dire indirectement que les efforts que la France a fait, au moins pour être autonome, sinon indépendante sur la question, et en y consacrant un certain budget, finalement, même moi qui en doutais à une certaine époque en disant c'est de l'argent dépensé peut-être pour pas grand-chose, puisque c'est une arme qui ne doit pas servir, aujourd'hui, c'est quand même une arme de dissuasion, donc qui pourrait servir, elle servirait déjà pour dissuader, mais éventuellement, pour aller plus loin, si on avait un agresseur, et vous avez ça sur les chaînes russes, il y a encore 3 jours, où en fait les grands propagandistes du Kremlin menaçaient la France d'une frappe nucléaire. Parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas nos frontières. Donc pour nous toucher, parce qu'on livrait des chars, ben, il n'y a que le missile nucléaire. Donc on est dans la propagande. Mais néanmoins, à force d'en parler, et le président Macron l'a dit d'ailleurs à un moment donné, il faut arrêter d'en parler. Le problème, c'est que régulièrement, le côté russe le met sur la table, et régulièrement, ben, nous, qu'est-ce qu'on dit oui, bon, peut-être, on prend quand même ça au sérieux, parce qu'on ne sait jamais. Hein, même si on peut penser quand même que Poutine est raisonnable. Alors, il paraît. Conséquence de la guerre régionale russo-ukrainienne. Quelques points, c'est rapide, quelques enseignements économiques, politiques et militaires. Bon, comme je n'ai pas tout écrit, je vais regarder mes fiches. Bon, d'abord, dépendance. Cette guerre a montré comment on était dépendant économiquement, j'ai déjà évoqué tout à l'heure, et je n'ai parlé que de l'énergie. Je n'ai pas parlé des semi-conducteurs. Il y a un excellent article dans Le Monde qui est sorti cette semaine sur cette dépendance des semi-conducteurs dont nous dépendons tous pour tous nos outils électroniques. Or, actuellement, c'est pas un problème russo-ukrainien, mais la question de la Chine sur Taïwan est un peu liée quand même. Et la Chine regarde ce qui se passe en Ukraine. Et elle voit bien qu'elle va peut-être pas avoir le dernier mot avec les Occidentaux à la date d'aujourd'hui. Mais la majorité des semi-conducteurs sont fabriqués par Taïwan. Mettre la main dessus, notre économie sera en danger. C'est pour ça que les Américains, d'abord, relocalisent. Les Européens relocalisent en mettant beaucoup d'argent. On est en train d'assurer, de découvrir nos vulnérabilités auxquelles il faut répondre. Deuxième point, cette guerre remet en cause notre confort intellectuel, nous, démocratie occidentale. La guerre est possible. Et il faudra bien accepter les conflits militaires. Est-ce que ça implique comme engagement collectif? Alors c'est vrai que je n'ai pas parlé de la mobilisation des Russes tout à l'heure, mais c'est vrai, ça me peut faire penser à cette image-là, entre même les Russes qu'on laisse partir pour ne pas être mobilisés, mais d'un autre côté les Ukrainiens qui, dès le 25 ou le 24 février, imposent la mobilisation de tous les hommes. Et j'aime bien cette image, on n'en voudrait pas. Moi j'ai surtout eu l'habitude de voir des gens quitter les pays, c'était les hommes qui partaient et les femmes qui restaient. Avec les Ukrainiens, on a vu les femmes qui viennent chez nous pour être en sécurité, et leurs enfants, et les hommes qui repartent à la guerre. Mais je dirais comme démarche intellectuelle, je trouve que c'est pas mal, et comme engagement personnel, c'est un premier point. Bon, il y a un deuxième point que je soulignerai peut-être, on ne parle pas trop d'objection de conscience. Notre génération a beaucoup connu les questions d'objection de conscience. Ah non, je ne fais pas, c'est pas moi, je fais pas, je ne défends pas mon pays. J'ai aussi entendu récemment des trentenaires dire « Ah non, moi, s'il y a la guerre, je prends l'avion ». Bon. Il y a aussi une reconstruction morale peut-être à exiger de nos sociétés. Hein, parce que c'est bien d'avoir le beurre, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il y a un moment, la société vous donne quelque chose parce qu'elle vous a garanti une sécurité. Et à un moment, la société peut exiger de vous quelque chose parce qu'il y a une menace. Ça, c'est une vraie réflexion sur le réarmement moral de nos sociétés occidentales face à des menaces dites militaires aujourd'hui, mais pas uniquement. Sur le réarmement militaire, il est inéluctable, et on le voit bien. Le problème, c'est dans le contexte économique que nous avons aujourd'hui, jusqu'à où il ira. Parce que on voit bien que nous ne sommes pas armés pour faire la guerre. La France a de la chance, elle n'a pas d'ennemis à ses frontières. C'est pas les Belges, c'est pas les Espagnols, bon, les Allemands on ne sait jamais, mais enfin vu l'état de leur armée, on est tranquille. Hein, bon, voilà, c'est vraiment une catastrophe. Hein. Voilà. Donc, nous on n'a pas d'ennemis à nos frontières. Alors c'est vrai que ça peut nous dire, oh, c'est pas grave. Mais l'intervention militaire se fera collective. C'est-à-dire que c'est comme l'OTAN, ou l'Union européenne à la limite, hein, avec sa logique de défense. Mais ça va être une force multinationale dans laquelle on devra tenir notre rang. Tenir notre rang, ça veut dire avoir les moyens pour le faire. Et puis, quatrième point sur ces questions d'enseignement, c'est un OTAN incontournable.
tous ceux qui ont déblatéré sur l'OTAN, je le regrette, il y a une réalité. Qu'est-ce qu'aurait fait l'Europe toute seule face au conflit ukrainien? Elle aurait fait un communiqué. Elle aurait rappelé les principes, peut-être élaborer des sanctions. Mais s'il n'y a pas les Américains, malheureusement, qui eux consacrent quand même en gros 810 milliards d'euros à leur défense, je vous montrais 44 pour la France tout à l'heure, hein, et l'Europe 250. Eux ont bien compris que la puissance militaire faisait partie de la puissance tout court. Voilà. Donc l'OTAN, c'est grâce aux Américains que ça fonctionne, même si on n'a pas les morts cérébrales, à juste titre. Mais aujourd'hui, l'OTAN, c'est notre garantie de sécurité, et que même les plus gaullistes d'entre nous doivent accepter quand même qu'on ne peut pas faire autrement. Hein, voilà, c'est un avis personnel. Recomposition de l'Europe aussi, deuxième point. Il va falloir tout reconstruire en Ukraine. On évalue donc entre 350 milliards et 500 milliards d'euros pour la reconstruction, à condition bien entendu que les combats cessent. La question est de savoir qui va reconstruire. Moi j'ai beaucoup travaillé dans les actions civiles ou militaires, c'est-à-dire la reconstruction d'un État après la guerre, dans le cas des forces armées, bien entendu. On sait comment ça se passe, on sait qu'il y a énormément d'enjeux, mais bon, reconstruire veut dire argent. Quand l'Ukraine est à la 122e place de la corruption en 2021, par rapport à la Russie qui n'est qu'à la 132e, eh bien quand même, il y a un petit souci. Et d'ailleurs, les Américains l'ont bien compris, puisqu'ils mettent des organismes de contrôle. Mais néanmoins, en temps de guerre, il y a une évaporation. Et on sait qu'il y a une évaporation. Et quand il y aura la reconstruction, il y a aussi des oligarques en Ukraine. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. Hein. Je crois que des images sont sorties il n'y a pas longtemps. Bien. La question qu'il faudra se poser aussi, c'est la place de la Russie. Alors, je ne vais pas rentrer sur un débat politique, mais néanmoins, c'est une réalité. Comme beaucoup ont dit, la Russie sera encore là. La question, ce sera quelle Russie? Maintenant, ça dépend aussi de l'issue du conflit. Si la Russie arrive à garantir ses conquêtes, elle va bien être obligée de faire quelque chose. Si elle perd, il y a deux solutions. Pour moi, je vois deux possibilités pour qu'elle perde. Un, l'armée russe tombe. D'ailleurs, elle se mutine en quelque sorte, hein, vu ce qu'elle a pris comme tout coup. Mais la nomination du chef d'état-major des armées hier, Gerasimov, montre bien que l'organisation militaire russe se met en place pour gagner la guerre, alors qu'on n'aurait pas dit ça il y a 3 mois. Donc il y a une mise en place. Et deuxième solution, c'est que Poutine saute. Pour l'instant, tout ce que l'on voit, avec sa stratégie de communication depuis 6 semaines, montre à l'évidence qu'il ne paraît pas menacé, malgré toutes les rumeurs du côté ukrainien, il n'est pas malade non plus, hein, manifestement. Hein. Voilà, donc on a quand même un problème, c'est que Poutine reste en place, et il n'a pas l'air de vouloir sauter, et il a une armée qui tient. Et là, il peut espérer une forme de victoire. Alors la notion de victoire, c'est pas conquérir Kiev, hein. Ça c'est du vent. Ça a raté une fois, on ne peut pas imaginer qu'il puisse gagner une deuxième fois, hein. Et c'est une deuxième fois. Mais c'est garder ce qu'il a conquis, parce qu'autrement, il aura peut-être des problèmes de politique intérieure. Mais là, on est dans la politique fiction. Et puis, quelle Union européenne? Et là, une réflexion qu'on peut avoir sur l'Union européenne, c'est une Union européenne toujours aussi occidentale, ou avec un tropisme un peu vers l'Europe centrale. Vous avez un axe d'Europe centrale qui se construit avec la Pologne notamment, avec des manières de réagir qui sont beaucoup plus, je dirais, de l'Est, mais qui commencent à représenter un certain poids démographique, sinon un poids militaire. La Pologne veut être une grande puissance militaire, mais pas uniquement, mais elle n'a peut-être pas les moyens, c'est autre chose. Mais vous avez comme un bloc culturel central, et par rapport aux vieilles nations tout à fait occidentales, c'est-à-dire à l'Ouest, vous êtes Europe centrale au sein de l'Union européenne, et on le voit bien avec tous les discours qu'il y a au sein de l'Union européenne, notamment face à la Pologne, face à la Hongrie, on voit bien qu'il y a un bloc qui est créé. Alors, quelle Europe dans le cadre de cette guerre et après? Et puis la question qu'on peut se poser, c'est quelle Europe des puissances ou quelle Europe puissance? Je ne crois pas que l'Europe sera une puissance en tant que telle, on le voit bien. Maintenant, on a des États qui ont la possibilité de faire bouger les choses, comme la France. L'Allemagne, je suis un peu sceptique. La Grande-Bretagne n'en fait plus partie, donc la France a un rôle à jouer. Mais maintenant, je n'irai pas plus loin dans mes appréciations. Et puis, dernier point, c'est une chose que je n'ai pas pu parler, l'avenir du système international. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'ONU, on a un problème. Le Conseil de sécurité, les membres permanents, l'un des 5 membres s'appelle la Russie. Et les textes ne prévoient pas l'évacuation ou le rejet de la Russie. Quel système international, à terme, que ce soit pendant cette guerre ou après, et comment le réformer? Nous allons vers d'énormes problèmes de rapport de force entre les États,
pour que chacun ait son strapontin ou son siège. Et la France d'ailleurs pourrait sauter, parce que c'est pas elle la plus représentative en termes de démographie, de puissance industrielle, au profit d'autres nations, sauf qu'elle défend le changement du Conseil de sécurité. Voilà, donc on a un vrai problème dans la gestion des affaires internationales, c'est-à-dire qu'à mon avis on est dans un cycle, la fin d'un cycle. 1945, création de l'ONU, je dirais 2023, il y a eu le cycle de l'ONU où ça marchait à peu près. Maintenant, après 2023, quel système pour réguler les tensions, réguler les affaires du monde? Là, il y a un vrai chantier, et vous remarquez qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est sorti par moments simplement. Pour conclure, oui, quelques questions. Alors, quelques questions. Est-ce que les démocraties ont été résilientes moralement dans ce conflit? Ma réponse, ce sera oui. Dès lors qu'on ne fait appel qu'à des ONG, de l'aide humanitaire, de l'aide financière, je ne pense pas que le cap militaire puisse être assumé en termes de résilience par nos démocraties, à la date d'aujourd'hui. Voilà, donc je dirais que le système aujourd'hui de beaucoup aider associativement, par ONG interposées, par communes, par tous les moyens, je dirais, non militaires, non violents, c'est quelque chose qui marche dans notre société d'aujourd'hui, mais ce n'est pas ça qui peut résoudre un conflit. Donc, nos sociétés sont résilientes parce qu'elles savent s'engager, elles savent aider, mais aller plus loin dans affirmer sa détermination, c'est autre chose. Donc on est résilient, oui, en partie. Est-ce qu'on a les capacités de s'opposer militairement à une menace militaire? C'est non, j'en ai largement parlé, je vais abréger. Autonomie de décision. Les vulnérabilités économiques que nous avons entravent notre capacité de décision. Donc il va bien falloir changer. Alors ça a l'air de se faire, hein. Je pense que tout le monde a bien pris conscience qu'on était extrêmement dépendant de l'étranger, entre guillemets, ou des ressources limitées. Là-dedans, je ne l'ai pas évoqué, mais on se doute bien que la transition écologique en fait partie du sujet. Parce que tout est lié. On n'a pas demandé le bilan carbone de la guerre en Ukraine. Hein. Je pense qu'on aurait dû. Parce qu'à 100 litres, à 150 litres de gasoil pour un char, plus tout ce qui a cramé, il faut vous dire que le bilan CO2 écologique ne doit pas être terrible. Hein. Mais ce n'est pas un sujet. Pourtant, on devrait y penser. Les États n'ont pas d'amis. Eh oui, mais seulement des intérêts. Et peut-être qu'il faut se le rappeler. C'est bien en permanence de faire des concessions à nos amis alliés, mais il y a un moment, il faut être capable d'assurer ses propres responsabilités. Voilà, notamment parce que les anglo-saxons en particulier, et les Allemands, savent parfaitement faire, et on le voit toutes les semaines, et on le voit avec les rapports franco-allemands, notamment. Nos grands amis allemands, ils font comme d'habitude. Hein. Il y a un moment, il va y avoir des Français qui nous enquiquinent, et on va les avoir. Hein. Pas besoin de faire une guerre pour ça. Hein. Et puis, quels enseignements pour cette guerre, pour nos démocraties? Je dirais que dans le contexte international dégradé actuel, qui va s'aggraver à mon avis, si vous ne construisez pas un cadre sécuritaire dissuadant tout type d'agression, vous inciterez à l'agression. Cette guerre se réfère notamment beaucoup à la guerre entre les démocraties, la défense de leurs valeurs, face au totalitarisme ou à l'autoritarisme. Il faut peut-être rappeler quelques chiffres. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps. Les États démocratiques ont imposé leurs normes occidentales depuis 1945. Elles sont de plus en plus contestées. Et les démocraties type occidentales ne sont plus que 35 sur 193 États aux Nations Unies. Nous sommes infiniment minoritaires. Nous avons encore la puissance militaire en partie grâce aux Américains. Nous avons une puissance économique, il faut le reconnaître. Mais nos principes et nos valeurs ne sont pas partagés par le reste du monde. On l'a dit suffisamment dans ce conflit. Tout le monde n'a pas condamné l'agression de la Russie en Ukraine. Ne l'oublions pas. Et puis, quelques États proches aussi, comme la Chine ou la Turquie, sont des États qui ont des volontés de puissance. Ne l'oublions pas. Et puis, je vous livrerai maintenant une dernière question, mais ça c'est pour votre réflexion. Est-ce que cette guerre est le dernier sursaut d'un Occident, au moins dans sa partie européenne, avec une suprématie moribonde, ou cette guerre peut-elle se révéler comme le début d'une nouvelle ère pour un Occident, puissance mondiale, à travers une approche stratégique rénovée? C'est une question. Mais avons-nous encore les ressorts, la volonté, la détermination pour un réveil salutaire et ne pas être les vassaux de puissances montantes? J'en ai cité quelques-unes. Bon, j'ai pour ma part quelques doutes, et vous l'avez peut-être ressenti sur nos sociétés, qui ont largement cultivé le rôle de refuser la puissance. Elles l'ont remplacée par le verbe, par les bons sentiments. Poutine nous rappelle que verbe et bons sentiments ne font pas bon ménage en géopolitique. Je vous remercie. Votre expo était très très bien, très instructif et autres. Mais il y a une partie que j'aimerais, si on peut l'aborder, le rôle de la Chine derrière tout ça.
parce qu'ils sont quand même plus d'1 milliard, 1,3 milliard, et ainsi que l'Inde, qu'on n'entend pas trop parler dans cette guerre, mais qui sont quand même des potentiels importants au niveau humain, mais technologie aussi. La Chine, c'est relativement simple, parce qu'elle est sous la pression américaine, et que malgré qu'on pourrait croire, elle ne fait pas ce qu'elle veut. Néanmoins, on ne peut prendre que l'exemple de Taïwan, où elle met en place quand même des moyens militaires importants, un discours politique important, mais elle est quand même soumise aussi à des problèmes économiques. La Covid l'a quand même beaucoup affaiblie. Elle est en problème de microprocesseurs, alors que c'est elle quand même l'usine du monde sur beaucoup de machines que nous utilisons électroniques. Et les Américains lui font la guerre, mais une guerre économique. Donc maintenant, sa position vis-à-vis de la Russie, elle n'a pas vraiment réellement condamné. Elle a dit en gros, c'est pas bien. Hein, voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a fourniture, c'est peut-être ça la question aussi indirecte, de moyens militaires par la Chine? Apparemment, non. Apparemment, non. La Chine est très prudente, semble-t-il, sur la livraison d'équipements destinés aux armées. Maintenant, il n'est pas invraisemblable que le contournement d'embargo existant, qu'il y ait des filières, ne sont pas prouvées aujourd'hui. On peut se poser la question de la Corée du Nord, qui fournit des obus et des munitions. Pourquoi? Parce que c'est du calibre compatible avec le matériel soviétique ou russe. Voilà. Ça ne veut pas dire que la Chine n'a pas donné de l'argent à la Corée du Nord, sait-on jamais, mais la Chine est très prudente. Voilà. Sur l'Inde, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais rappelez-vous quand même que l'Inde a des accords très profonds avec la Russie, notamment en équipement militaire, que c'est un pays qui est assez proche. Il ne me semble pas d'ailleurs que l'Inde a condamné la Russie. Et n'oublions pas non plus que l'Inde est en conflit larvé, sinon pas larvé, avec la Chine. Ça fait beaucoup de choses. Quand je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai que je n'ai pas cité ça, que la guerre peut se déployer ailleurs, d'une manière indirecte, et on va retrouver les mêmes acteurs. Voilà. Donc, pour l'instant, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le monde des démocraties et des États totalitaires, parce que l'Inde n'est pas une vraie démocratie. Bon, c'est un peu que le Canada drague, hein, ça donne l'impression de la démocratie, mais ce n'en est pas une. Hein. Aujourd'hui, elle a d'autres soucis. Elle a d'autres soucis. Voilà. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on a une partie du monde qui est en guerre, l'Europe. Je pense que beaucoup de ces États-là regardent, savoir comment on va faire. Est-ce qu'on va régler le problème? Et comment? Qu'est-ce que ça va impliquer par la suite? Et c'est la question que je pose à la fin, finalement. Est-ce qu'on va recréer une puissance, je dirais, occidentale, qui était en perte de vitesse? Et si on recrée cette puissance occidentale, que ce soit la Chine ou l'Inde, ces États feront peut-être attention dans leur comportement de tous les jours. Voilà. Et c'est pour ça que si on fait preuve de faiblesse dans ce conflit, et si on n'aboutit pas à une situation qui nous plaît, ces États-là auront des revendications dans 5 à 10 ans. Ouais, et n'oubliez pas 2049, qui est une date clé, enfin dans 20 ans, une date clé pour la Chine. Mais quand la Chine a 250 milliards dédiés à son équipement militaire, qu'elle a professionnalisé son armée, qu'elle a créé une flotte de haute mer qu'elle n'avait pas, qu'elle est à son 3e porte-avions, les États-Unis n'en ont que 11, nous avons quand même une montée en puissance. La Chine n'est pas capable de gagner une guerre aujourd'hui, mais elle sera peut-être capable de le faire demain. Et ce qui se passe en Ukraine, c'est là où on doit montrer la détermination qui dira que si jamais vous touchez à Taïwan, nous vous rentrons dedans. Voilà, pour faire clair. Oui, c'est ça. Merci. Oui. Est-ce que vous pensez que les États-Unis veulent éradiquer l'armée? Excusez-moi. Là, je descends là. Oui. Les États-Unis se servent de l'Ukraine pour éradiquer un peu l'armée russe, en définitive. Je vais prendre la deuxième question en même temps. Ah, très bien, ça, très bien. Merci. Et donc, oui, tout Foucault. Oui, alors sur la... Oui, non, c'est ce qu'on a dit, oui, mais bon, regardez, l'armée russe, elle n'est pas bonne. Bon, elle s'est détruite toute seule. Non, je crois qu'il y a un objectif américain. D'abord, les États-Unis ne voulaient pas revenir en Europe, n'oubliez pas Trump, parce que Biden, c'est pareil. Hein. C'est pas une couleur, mais c'est la même chose. L'Europe coûte cher pour les Américains. Donc, c'est déjà ça. Ensuite, les États-Unis, apparemment, et tous ceux avec qui je discute, ne veulent pas que la Russie éclate. Ils veulent que la Russie reste une puissance, je dirais, un État. Donc déjà, vous savez, c'est une fédération, hein, 89 entités. Maintenant, même le débat sur Poutine ou pas, vous avez remarqué que Biden s'est un peu calmé, parce qu'il voit bien que la guerre ne se passe pas exactement comme il aurait souhaité.
Alors maintenant, casser l'armée russe. De toute façon, au bout de 10 mois de guerre, une armée même mauvaise devient bonne. Si elle a réussi à rester en état à peu près. Ça veut dire que l'armée russe, aujourd'hui, autant il fallait la casser il y a 3-4 mois si ça avait marché, parce qu'au début elle n'était pas bonne. Aujourd'hui elle a pris. Et il y aura une armée réelle, solide, de toute façon à la fin de la guerre. Sauf si elle se débande complètement. À mon avis c'est ça. Vous savez, tous les mauvais soldats sont morts au début. Hein. Il y a après ceux qui n'ont pas eu de chance aussi. Mais globalement, ceux qui restent, c'est ceux qui ont appris. Ceux qui ont appris font que l'armée sera meilleure. Donc casser aujourd'hui l'armée russe, c'est fini. C'était valable il y a quelques mois. À mon avis, c'est plus possible. Voilà. Oui. Ne peut-on pas craindre, si Trump revient au pouvoir, que l'Amérique change de politique vis-à-vis de l'Ukraine? Vous avez déjà le problème avec la Chambre des Républicains, enfin la Chambre du Congrès des représentants qui est passée républicain, avec, semble-t-il, un deal avec les pro-Trump qui ont fait pression pour l'élection du président de la Chambre, pour dire maintenant il faut peut-être moins donner à l'Ukraine. Voilà. Mais enfin, il y a un moment ça va s'arrêter, hein, tout le monde le sait. Quand les États-Unis donnent 25 milliards d'équipements militaires, enfin qui promettent, parce qu'ils n'ont pas tout donné, il faut que ça vienne, 25 milliards, que en plus vous rajoutez 75 milliards d'aides diverses, économiques, financières et autres, 100 milliards. Il y a un moment où la logique américaine veut que quand je donne quelque chose, enfin je prête. Attention, il n'y a pas que des... Non, il y a quelques dons, mais il y a du prêt. Hein, il faudra rembourser un jour. Hein. Et quand je parle de reconstruction tout à l'heure de l'Ukraine, c'est un peu à ça que je pensais. Hein, les marchés. Hein. Pas se faire d'illusions. Ils ont fait le coup déjà la première guerre du Golfe. Hein. Bon. Donc là, effectivement, déjà, il y a une tension pour dire on donne moins. Ou du moins on contrôle mieux. De toute façon, ils n'ont pas tout donné. Maintenant, si Trump arrive, Trump, je vois pas comment il peut rentrer parce que, enfin, vous avez raison, c'est un risque. Trump, moi je l'ai étudié dans le cadre de mon bouquin sur le Qatar, c'est plutôt quelqu'un qui fait des affaires. Donc s'il a un intérêt financier, il prendra la solution qui lui rapporte, ou qui rapporte aux États-Unis. Voilà. La logique géopolitique, c'est pas dans son ADN. Hein, ça y est, on s'en est bien rendu compte. Hein. Tout ça, donc je ne suis pas certain que ça, d'abord qu'il vienne au pouvoir. D'abord parce qu'il y a quelques affaires. Biden se débrouille pas si mal, quand on regarde bien. Hein. Voilà, donc il y aurait un risque, mais je crois que le risque est plutôt ailleurs, que ce soit pour Biden ou pour Trump. Sur Trump, c'est dans 2 ans, hein, s'il revenait. Il y a un risque, c'est celui de la lassitude, et ça, c'est ce qu'on exprime du côté américain, à force de payer et de ne pas voir le résultat attendu. Ça ne veut pas dire que les Ukrainiens ne font pas ce qu'il faut. Mais peut-être que personne ne s'attendait à ce que les Russes résistent aussi bien. Et qu'ils reprennent même une part d'initiative, même si elle est limitée. Voilà, je pense qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois, on s'est dit, dans toutes les chancelleries, comme on dit, que la victoire était au bout. Parce qu'il y avait des succès militaires nets. Succès militaires ukrainiens. Voilà, on s'est dit, ça marche. Donc maintenant, on donne tout. Mais le problème, c'est que finalement, comme dans toute guerre, il y a un moment où ça s'arrête. Parce que les gens sont usés, parce que ça ne marche pas comme c'est prévu. La guerre, ce n'est pas une science exacte. Voilà. Donc, voilà, la seule réponse que je puisse vous faire. Oui. Y a-t-il des échanges entre les états-majors russes et les états-majors ukrainiens? Parce que Poutine, il veut être le maître de tout, mais il n'a pas l'entente qu'il escompte, enfin qu'il pense avoir quand même derrière lui, je veux dire au niveau des généraux, par exemple. Alors, il s'avère que, quelles que soient d'ailleurs les guerres, les politiques se parlent peut-être pas, mais les généraux se parlent. Voilà. Voilà. Il y a des gens qui sont faits pour ça, qui sont là pour faire la liaison discrète, voilà. Parce que quelque chose qu'on ne dit pas sur la place publique, car vous savez bien, et je l'ai dit, c'est l'exemple que j'ai cité pour les frappes sur le territoire russe qui ne sont pas revendiquées par les Ukrainiens. Oui. C'est de la politique, donc automatiquement vous suscitez une réaction médiatique et autres. Par la discrétion, des échanges et des contacts, on résout des problèmes. Et il y a des problèmes qui ont été résolus comme ça. D'abord, vous avez une rencontre qui s'est passée à Ankara, non, Istanbul, il y a une semaine, entre Russes et Ukrainiens d'ailleurs. Hein, voilà. Ensuite, les échanges de prisonniers, ils sont comment, à votre avis? Ah oui, c'est clair. Donc, et puis, il y a aussi ces échanges entre chefs d'état-major sur quand il y a un risque nucléaire. C'est-à-dire, vraiment, quand il y a une bavure soupçonnée, on éclaircit le paysage, en discret. Hein. Est-ce que c'est sérieux ce qu'on a là? Oui, il ne faudrait peut-être pas le faire, ça va mal se passer.
on faisait tous, je dirais, les contacts informels. Alors c'est très curieux quand on est en guerre, dire on va parler avec l'autre. Bah, je dirais que ça évite, comment on dit, l'élargissement du conflit, parce que finalement il y a quand même des gens raisonnables. Alors souvent c'est plus souvent les militaires d'ailleurs, parce qu'ils savent ce que c'est que les moments. Et ils sont là pour calmer un peu le jeu, et je pense que même avec Gerasimov, ça se passe assez bien d'après ce que j'ai entendu dire. Voilà, donc il y a une réalité du terrain, et avec des gens quand même raisonnables et conscients. Maintenant, quand on se fait la guerre, on fait la guerre. Moi j'ai une question. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus entre les relations entre Gerasimov, Valéry Gerasimov, qui a été mis en place hier, si je ne m'abuse, et le patron de Wagner, dont tu as parlé tout à l'heure? Est-ce que ce sont des relations qui semblent un petit peu ambiguës? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je parlerai sans savoir, juste ce qu'on m'a dit à la télé. Hein. Non, on a l'impression que j'en ai, c'est une impression. Hein. On nous présente depuis plusieurs semaines deux clans. Le clan des militaires et le clan des mercenaires, en quelque sorte, mais avec quand même Surovikin, hein, qui est quand même devenu maintenant le général Surovikin, qui a pris le théâtre, le commandement des opérations jusqu'à hier. Hein. Donc on nous présente deux clans. Moi je ne peux pas vérifier. Hein. Je dirais simplement qu'on a quand même un discours officiel par différentes sources d'informations qui nous façonnent un petit peu dans nos analyses. Donc on a deux groupes, enfin deux clans affichés. Maintenant, si on fait l'analyse de ce qui s'est passé hier, entre les déclarations de Prigojine, là où dans ces mines de sel, nous ça voulait dire autre chose à notre époque, hein. Ça veut dire qu'on bossait sur des fiches. Hein. Voilà. Donc il y a ça. Ensuite, la réaction dans la journée, quand même, d'abord du porte-parole du Kremlin. Pour la première fois, il a été presque modéré, on l'aurait presque cru. Hein, ça nous change, ses habitudes, c'est pas ça. On dit, non, on n'a pas gagné encore, on va voir ce qui se passe. On temporise. Ensuite, dans la foulée, Gerasimov, qui est désigné comme chef des opérations tout en étant chef d'état-major des armées. Mais on ne vire pas Surovikin. C'est ça que j'ai dit à l'écran. On dit, si, je vais pas comment revenir. Ils sont subordonnés. Il est subordonné, mais ça s'est fait dans toutes les guerres. Et à un moment donné, d'abord, comme ils sont quand même patriotes, donc il y a un souci d'obéissance, hein, et puis il n'est pas anormal. Et moi, mon hypothèse, c'est que Surovikin a été mis là temporairement, parce qu'il fallait d'abord quitter Kherson, hein, et ça s'est bien fait. Oui, mais il a été mis là parce que ça allait très mal. Donc il a surtout réussi sa mission, qui était d'évacuer les 15 à 20 000 Russes qui étaient bloqués à l'ouest du Dniepr. Et ça s'est fait sans perdre, pratiquement. Hein. Et je pense là aussi qu'il y a dû avoir un accord avec les Ukrainiens. Les Ukrainiens n'étaient pas capables de prendre Kherson avec les effectifs qu'ils avaient. Donc voilà, Surovikin passe adjoint. Donc finalement, maintenant l'affaire Prigojine, le problème c'est que moi j'ai beaucoup de mal, j'ai un document qui arrive, je n'ai pas encore lu, qui est de savoir quelle est sa force militaire réelle. Pour l'instant, on nous montre des mercenaires au sens des combattants à pied qui vont dans les villes, qui vont dans les tranchées, qui sont laminés. Mais on voit quand même beaucoup de tirs d'artillerie, on voit beaucoup d'aviation, on voit des panzers, on voit des chars. Bon, on peut quand même se poser des questions sur quelle est la composition militaire des troupes de Prigojine, surtout qu'il faut une certaine technicité. Pour l'instant, on ne voit que du fantassin. Ça voudrait dire que s'il n'y a que du fantassin, il est dépendant de l'armée régulière pour ses appuis, en artillerie, en avion, en génie et pour tout ça. Et ça, c'est pas clair. Alors, est-ce que c'est un jeu de rôle qu'on nous présente pour nos télés, pour animer le monde occidental? On dit, oui, il y a deux clans et ça nous fait converger, et tous les jours on converge. Donc, est-ce que c'est du théâtre ou est-ce qu'il y a une réalité? Voilà. Et même quand on regarde Prigojine, Prigojine, finalement, c'est, malgré tout ce qu'on peut dire, les images qu'on a passées sur lui, nous, on sait ce que c'est de respecter ses soldats. Même s'il paraît qu'il les envoie à la mort, mais néanmoins, on a des images où il prend en compte les blessés, il respecte les morts dans leur cimetière, il a fait un cimetière particulier, il fait ce cérémonial dont les militaires ont besoin, de reconnaissance vis-à-vis de la patrie, pour des reprises de justice. Donc finalement, il a le sens du commandement, et il montre une autre image qu'on n'a pas avec les généraux russes. Ah, voilà. Et on a beaucoup dit au départ que les généraux russes, et c'est ce qu'on pourrait croire, n'ont aucun respect pour leurs soldats. C'est-à-dire qu'ils meurent, point. Alors quand tu discutes avec les personnes d'origine russe, tu te dis, mais ça c'est la mentalité russe. Fataliste. Donc si on doit mourir, on meurt. Bon. Nous, on ne peut pas comprendre ça aujourd'hui, c'est pas notre monde. On est dans deux rationalités. En fait, le conflit russo-ukrainien montre qu'il y a deux rationalités. Une rationalité occidentale, alors je dis occidentale, je ne parle pas des Ukrainiens, occidentale et je dirais slave. Parce que même les Ukrainiens, vu ceux qui se prennent, ils ont même la même mentalité que les Russes pour se battre. Voilà. Maintenant, je ne suis pas suffisamment expert du monde russe, du monde slave pour l'affirmer, mais c'est l'impression que j'ai de l'extérieur. Voilà. Oui.
Oh non, mais je vous me le rendrai. Non, c'est s'entendre. Est-ce que dans les motivations de cette guerre, est-ce qu'on ne sous-estime pas le poids de l'économie? L'économie est souvent abordée sous l'angle de ses conséquences de la guerre. L'Ukraine a toujours été le grenier de la Russie à l'époque des tsars, de l'URSS ensuite, et des premières terres qu'a voulu Hitler annoncer même dans Mein Kampf, c'était le Tchernosium de l'Ukraine. Une des motivations d'aller chercher des territoires, le premier à aller chercher, c'était l'Ukraine. Donc l'Ukraine a toujours été enviée. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte de dégradation de la Russie, d'une façon un peu générale, alors, il n'y a pas que la Russie, mais la Russie, est-ce que cette volonté de récupérer l'Ukraine n'est pas motivée au fond, même si ça paraît pas comme ça aujourd'hui dans les médias, mais un fond profond, c'est de retrouver des ressources économiques pour essayer de redresser la Russie d'une façon générale? Ou est-ce qu'on est à côté de la plaque en disant ça? Alors, je ne peux pas vous répondre fermement. J'avais traité l'affaire du blé et des accords entre la Russie et l'Ukraine en termes de médias, et j'avais regardé les chiffres. La Russie, je crois que c'est 20 millions de tonnes par an. L'Ukraine, c'est 8. Donc déjà, elle n'est qu'à la 5e place. C'est la Russie qui est à la 2e. Donc, est-ce que la Russie a vraiment besoin des ressources ukrainiennes pour l'agriculture, mais pas uniquement d'ailleurs? Et il y a aussi dans le Donbass, d'après ce que c'est ukrainien, comme c'est la partie sidérurgique, qui n'est pas forcément en bon état, hein, mais il y a une partie sidérurgique, il y a aussi de la matière première. Bon, j'avoue qu'en termes économiques, je ne pense pas que la vision russe veuille s'emparer des richesses existantes de l'Ukraine. C'est un moyen pour mettre l'Ukraine en état de vassalité. C'est-à-dire l'Ukraine n'ayant plus une agriculture sur laquelle elle compte, elle n'y a plus accès, qu'elle a une sidérurgie à laquelle elle n'a plus accès, c'est-à-dire en fait confisquer les capacités industrielles et économiques de l'Ukraine au profit de la Russie. Mais pas forcément pour être plus riche, mais pour être sûr que l'Ukraine soit pauvre, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Le deuxième point, c'est peut-être aussi, on a beaucoup parlé, à la notion de la démographie. Mettre la main sur les, je crois c'est 4 à 5 millions d'Ukrainiens soit réfugiés en Russie, soit sous l'autorité russe dans les oblasts, c'est aussi renforcer la démographie russe, qui a énormément de problèmes, qui est en décroissance. Et c'est un moyen aussi d'assurer donc cette population, je dirais, caucasienne, par rapport aux autres minorités qui montent. Voilà. Vous voyez, je dirais que c'est pas trop l'économie. Pour moi, l'économie, je la verrais plus comme un affaiblissement recherché de l'Ukraine, plutôt que la recherche d'un enrichissement de la Russie qui, dans les domaines qu'on vient de citer, elle n'en a pas besoin, apparemment. Voilà. Maintenant, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas être d'accord ou pas d'accord. Ah bah si, c'est bon, j'ai pas. Non, c'est qu'on sait que c'est un grenier énorme, alors pas simplement au niveau de l'agriculture, hein, de par les ressources, etc. On sait que la Russie, l'URSS, a beaucoup vécu en allant rechercher ses ressources énergétiques, de sidérurgie, de sel, d'agriculture, a beaucoup eu sa puissance en s'appuyant sur l'Ukraine. Donc la question qui est se posée, c'est est-ce qu'effectivement, dans l'état de dégradation, mais encore une fois, je ne vais pas être d'accord ou pas d'accord, c'est un vrai questionnement. Tout ce que je suis en compte, c'est que les motivations économiques des guerres mondiales ont toujours été mises en avant plutôt après par les historiens que comme étant un levier d'explication dans leur existence. Voilà. C'est souvent avec le recul que l'on trouve les motivations économiques de la Première Guerre, de la Seconde, également, hein, voilà, pareil, je vais pas revenir là-dessus, vous en connaissez mieux que moi. Voilà, non, j'étais. Oui, je ne peux pas vous en dire plus. J'aurais sur ce que je dis. Je ne vois pas aujourd'hui l'intérêt directement économique de ce conflit en termes économiques. Je le vois en termes de stratégie, c'est-à-dire affaiblir l'Ukraine durablement. Voilà, parce que justement, les terres riches, d'abord, elles sont minées, elles sont abîmées, et elles sont en main des Russes. La sidérurgie, c'est pareil, matière première. Donc, c'est affaiblir l'Ukraine, parce que les ressources, notamment les dont je citais un chiffre, cette année, la Russie a fait la meilleure récolte de son histoire, sauf l'ignorant n'a pas. Donc, est-ce qu'elle a besoin de l'Ukraine? Pas vraiment. Par contre, elle a besoin de le vendre.
D'où les accords ukraino-russes pour justement exporter le blé et le vendre. Et c'est pas uniquement pour l'assistance humanitaire, c'est pour financer la guerre. Ça c'est la réalité. Mais ça a été vendu comme une assistance humanitaire. Oui, je vais rebondir sur le même sujet, mais un peu indirectement, parce qu'il y a eu beaucoup j'ai vu pas mal d'articles, d'émissions qui parlaient justement d'achat des terres agricoles ukrainiennes, notamment par les fonds de pension américains. Bon, c'est la mode dans le monde entier depuis une dizaine d'années, mais beaucoup démentent. C'est vrai ou c'est pas vrai, vous savez? Parce que j'ai des articles qui disent carrément que la loi ukrainienne n'a absolument pas permis de vendre. Mais voilà, je m'interrogeais moi dans le même sens, si c'est pas économique, est-ce que c'est pas aussi pour empêcher que l'Europe ou les Américains mettent la main dessus? Alors, j'ai les mêmes lectures que vous, hein. Je lis Le Monde. Le Monde, je m'y fie d'habitude dans les informations. Effectivement, il est écrit que les fonds de pension américains ont acheté une grande partie des terres aujourd'hui occupées par les Russes. Voilà. Alors, on peut en tirer plein de conséquences, mais c'est vrai que je n'ai pas d'autres éléments. Là, je ne peux pas vous répondre plus. Et c'est vrai que dans le monde entier, d'ailleurs, les pays arabes achètent énormément de terres en Afrique, parce qu'ils veulent assurer leur subsistance. Les Chinois font pareil. Voilà. Donc là, il y a une réflexion. Je parlais de vulnérabilité tout à l'heure, et je crois que les premiers besoins à satisfaire pour un humain, c'est de savoir pouvoir manger, pouvoir boire de l'eau. Voilà. Bon, après, on verra. Voilà. Donc déjà, voilà. Et quand on voit la mainmise de ces grands États sur des terres étrangères, on peut se poser des questions sur la notion de souveraineté. Voilà. Mais maintenant, je ne sais pas plus que vous sur le sujet. Voilà. Battez-vous, non? On commence par lui, puis vous. Ah bah non, il s'est levé, trop tard, c'est lui. Merci. Merci. Oui, vous avez parlé de réarmement moral. Alors, je ne sais pas si c'était un appel de vos voeux à ce que les Occidentaux se réarment moralement. J'ai compris derrière ça, parce qu'en plus vous avez parlé de culture, de différentes cultures. Nous avons, de plus en plus ces dernières générations, pour nous la vie c'est sacré, donc aller partir au combat, ça devient quasi impossible. Et les victimes, il y en a quelques-unes, vous disiez 8, 10, et elles sont très regrettées. Comment, finalement, et à contrario des Slaves, par exemple, vous parliez des Slaves qui disent, bon, bah voilà, c'est dans ma culture, donc si je dois mourir, je dois mourir. Nous, on refuse, enfin, les vingtenaires, les trentenaires, quarantenaires, les quinquas, aujourd'hui, on nous dirait, tu dois aller combattre, prends un fusil, on n'y arriverait peut-être pas. Et on se révolterait, probablement. Donc, vous parlez de réarmement moral. Comment, que vous semblez appeler vos voeux, comment vous y prenez pour réarmer, pour changer les mentalités dans ces pays un peu riches, occidentaux, où ah non, on ne touche plus à ça, la guerre, c'est plus pour nous. Et je fais le lien peut-être avec le service militaire. J'ai entendu à la radio il y a quelques jours, je crois, que le gouvernement réfléchirait peut-être à une nouvelle formule encore sur le service militaire. Donc est-ce que c'est une nouvelle étape, de même qu'on a vu que les Allemands étaient prêts maintenant à reprendre doucement le chemin des combats, à réutiliser des armes, à réinvestir dans du matériel. Est-ce que, comment nous, en France, mais en Europe en général, comment on réarme moralement la population? Alors d'abord des faits. La Suède a rétabli le service militaire en 2017. L'Ukraine l'a rétabli en 2014. Alors c'est la Lituanie ou l'Estonie qui l'a rétabli en 2018-19. L'Estonie qui a décidé en juillet, c'est un des deux, c'est un des États baltes, en juillet dernier de le rétablir pour 2023. La question, quel service militaire en France? Pour ceux qui l'auraient fait, qui ont un souvenir ému. Sachant que ça concerne les hommes et les femmes, il n'y a pas de raison qu'avec les hommes, la parité va jusqu'au bout, et qu'il y a quand même 30% d'Ukrainiennes sur le champ de bataille, dans les armées, donc juste pour le rappeler, quoi. Bon, voilà. Maintenant, réarmement moral. Ça commence d'abord par l'école, avec peut-être d'avoir des enseignants. L'école, ça commence par enseigner correctement l'esprit de défense. Qu'est-ce que l'esprit de défense? C'est pas faire ce que l'on veut, c'est servir son pays sur une certaine forme.
peut-être faire plus appel d'ailleurs à ceux qui savent, parce que je suis aussi élu, hein, donc je vois la difficulté aussi pour entrer dans un collège, au moins dans mon coin, pour venir parler de certaines choses, ou en tant qu'ancien combattant, je suis aussi ancien combattant, la difficulté, parce que ça dérange, il y a une certaine confiscation de la parole sur ces sujets-là, pas de tous les enseignants. Moi j'ai fait une ZEP il y a 2 ans, devant 154e, les profs d'histoire géo ont fait une bronca parce que je venais. Le problème c'est que je suis venu quand même, grâce au directeur, et que j'ai eu un grand succès auprès de tous les gamins, qui étaient comme en ZEP, et que j'ai amené après à l'hôtel des Invalides pour visiter le musée, et après déposer une gerbe à l'Arc de Triomphe. Mais ce n'était pas grâce aux enseignants, et qui ont refusé d'accompagner les enfants, et ce sont d'autres enseignants qui ont pris la mission, qui n'étaient pas des profs d'histoire géo. Alors, je rappelle que l'histoire géo, c'est leur mission d'enseigner l'esprit de défense. Oui, il y en a beaucoup là. Bon. Donc voilà, déjà, ça commence à l'école, c'est-à-dire on n'est pas là pour faire de la propagande, on n'est pas là pour faire de l'endoctrinement, et peut-être pour rappeler des valeurs simples, que servir son pays, ça veut dire quelque chose. Alors effectivement, c'est un peu difficile à dire aujourd'hui, parce que ça voudrait dire à un moment donné peut-être risquer sa peau. On n'en est pas jusqu'à là, les gamins, on ne va pas leur dire ça. Hein, mais au moins, il y a ça. Ensuite, on revient au point de l'histoire aussi. À un moment, il faut avoir un socle historique sur lequel on n'est pas en train de contester en permanence ce qui a été fait. C'est un avis très personnel, c'est un vrai débat en France, l'histoire. Hein, il y a un moment, il faut accepter qu'il y a une certaine histoire. Donc ça revient toujours à l'école. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, déjà sensibiliser les enfants. Ça veut dire aussi qu'ils viennent aux cérémonies patriotiques. Je vais donner un exemple. Le 11 novembre, le 8 mai, il faut un peu se constituer au niveau du maire pour obtenir un jour férié des enfants avec un enseignant qui veut bien les accompagner et participer à la cérémonie. On dit les choses telles qu'elles sont, hein. Ça commence là aussi. Donc déjà, s'il y avait une réforme à faire, c'est que le 8 mai, le 8 mai et le 11 novembre, ce soit un jour où déjà, même la fonction publique devrait être autour du monument aux morts. Ça serait peut-être pas si mal. Et ensuite, instituer, en accord avec le proviseur du collège voisin, s'il y en a un, juste après ces dates-là, une petite cérémonie où on se rappelle de ceux qui sont morts pour la France. À un âge, on est réceptif. Bon, le lycée, c'est un peu dur. Je me doute bien que les ados, ils ont autre chose à faire. Il faut être lucide. En revanche, de la 6e à la 3e, eh ben, ce matin-là, le 12 novembre, eh ben, tous les élèves qui sont présents, qui sont en classe normalement, les enseignants, le personnel administratif participent à cette cérémonie simple où on rappelle qu'il y en a qui permettent que ces enfants aillent à l'école, que ces enseignants puissent enseigner et que ce n'est pas arrivé dans une pochette surprise. Voilà. Donc voilà, je vois déjà des cas concrets, des choses auxquelles je réfléchis dans mon bled. Hein. Je n'ai pas le pouvoir de faire quoi que ce soit, c'est pas grave. Hein. Mais néanmoins, voilà, donc c'est ça. Maintenant, au niveau national, bon, je crois que tous les élus sont, ils ne sont pas toujours heureux de le faire, sont présents à tout ce qui symbolise, je dirais, l'esprit de la France. Hein. Mais ça ne suffit pas, à mon avis. Il y a un échelon intermédiaire. Alors bon, je dirais que notre problème de société, c'est qu'on le dit tous les jours, hein, nous sommes devenus tellement individualistes, je choisis ce qui me plaît et ce que je veux honorer. Bon, bah, moi, il y a un moment, je suis un peu plus autoritaire, je dis qu'il y a un moment, on ne choisit plus. Il y a un moment où il y a des choses obligatoires à faire, je vais donner quelques exemples, et on ne doit pas trop laisser, à mon avis, l'opportunité de sortir du rail, parce qu'à un moment, il y a un rail, il en faut un. Autrement, on n'obtiendra jamais, je vous dis, on n'a pas d'ennemis, c'est très facile, mais pensez quand même, on a quand même combattu le terrorisme islamique, parce qu'on n'en parle plus, il existe encore, hein. Les réactions que ça suscitait, mais pas, on a refusé du monde, quand même, à l'engagement. Donc on a des jeunes qui ne sont pas le faire. Encore faut-il leur avoir donné toutes les clés. Voilà, donc il y a un potentiel. Et puis je terminerai là-dessus, je peux être très long. Je ne suis pas certain que servir la France, c'est cela la carte. C'est pas la carte. On est une communauté. On est un ensemble. Ben, si on est un ensemble, il y a un minimum de règles qu'on doit faire en commun et pratiquer en commun. Et il n'y a pas de choix. Et celui qui ne s'y plie pas, il doit être sanctionné. Alors finalement, c'est pas bien de dire sanction. J'ai dit en France, on n'aime pas la sanction. Il faut être pédagogique et expliquer les choses. Là, je crois qu'à un moment, la pédagogie a des limites, et à un moment, il faut contraindre. Voilà. J'espère à peu près avoir répondu à votre question, mais je ne suis pas un problème politique, donc je n'irai pas plus loin dans mes propositions. Ce sont des principes de démocratie aussi que vous... C'est plus simple. Oui, en fait, la dernière question qui nous intéressait, c'est les enseignements de cette guerre pour nos démocraties.
moi, je me souviens que mon fils, au début de la guerre, me demandait est-ce que ça a vraiment un intérêt de défendre les démocraties? Et si tous les pays étaient démocratiques, est-ce qu'on éviterait ce genre de guerre? Une démocratie facile aujourd'hui, énormément. On a de plus en plus de démocraties en Amérique, en Brésil. Quel est le futur de notre démocratie? Vous posez une question, je réponds à titre personnel. Je crains que les démocraties telles qu'on les a connues soient dépassées. La preuve en est, vous l'avez souligné, les contestations où on remet en cause le vote démocratique et même la bonne organisation des votes, que ce soit effectivement au Brésil, que ce soit aux États-Unis, et un peu en France par petits moments, ça arrive aussi, hein, mais beaucoup moins. Alors la question, c'est où est le juste milieu? Moi, je pense qu'on est allé trop loin. Et c'est un peu le discours que je viens d'avoir à l'instant. Hein. La démocratie, c'est devenu un peu l'auberge espagnole, où on doit tout autoriser. Eh bien non, une société organisée, il y a des règles, et il faut que les règles, quand elles ont été votées, elles soient pratiquées par tous, ce qui permet quand même de faire confiance au système. Quand en permanence vous avez des contournements de la loi par différents artifices, je ne vois pas parler de grève par exemple, hein, des contournements, vous devez bien vous dire que le citoyen lambda, hein, moi qui prends les horaires régulièrement, il y a un moment, il commence à être un peu agacé. Donc je pense qu'à un moment donné, une démocratie, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'on ait quand même le sentiment qu'elle soit juste dans son comportement, et pas uniquement la lutte contre les inégalités, hein, qu'elle soit juste. C'est-à-dire que celui qui bosse soit reconnu comme tel, que celui qui ne bosse pas et qui fait tout ce qu'il faut pour bosser, il soit aidé. Voilà, il y a un engagement personnel. Hein. Or, moi j'ai l'impression que nos démocraties aujourd'hui, on est dans une auberge espagnole, je me répète. Donc ça devient un danger pour elle, puisque finalement chacun fait ce qu'il veut. Hein, et à un moment il faut arrêter. À un moment il faut dire il y a une ligne. Voilà. Et puis je dirais aussi que les sujets qui vont arriver maintenant, alors j'ai évoqué uniquement le désordre mondial en termes de géopolitique, mais je l'ai évoqué à un moment donné, c'est quand même la question écologique, la question de l'énergie, la question des matières premières. Nous avons énormément de problèmes qui vont arriver dans les années qui viennent, avec des populations de plus en plus nombreuses, les migrations sur lesquelles il faudra bien se positionner à un moment donné. Tout ça mis ensemble, ben, il y a un moment où je ne vois pas comment le système démocratique tel qu'on l'a conçu aujourd'hui puisse résister à la pression de tous les problèmes à résoudre. Alors, je ne dis pas qu'il fallait avoir un État totalitaire. Ça me fait rire ce que je débattis. Néanmoins, il va bien falloir que la démocratie soit forte. Et pour qu'elle soit forte, il ne faut peut-être pas trop de conciliation permanente. Il y a un moment où il faut décider. Hein, et décider et faire appliquer. Et je crois que notre problème de démocratie aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on décide beaucoup, mais qu'on applique peu. Alors décidons moins et appliquons mieux. C'est peut-être ça la seule chose que je peux proposer. Si on veut revenir un petit peu sur le sujet, en termes de géopolitique, là, on a bien vu que la sécurité énergétique était un petit peu au centre des préoccupations. Est-ce que Poutine n'a pas un petit peu atteint son objectif en semant la zizanie en Europe au sujet du gaz? Et puis, est-ce qu'on n'est pas en train, quelque part, de tisser de nouvelles dépendances avec d'autres pays, lâcher les dépendances que nous avons actuellement pour aller vers d'autres dépendances? Je pense notamment au Qatar, dont on n'a pas encore parlé, à l'Arabie Saoudite, enfin, aux pays du Golfe en général. Non, tu as raison, hein. Mais parle aussi de la dépendance avec l'Amérique. Je parle de transition écologique. Rappelons que l'extraction du gaz de schiste est éminemment polluant et qu'on l'a interdit en France. Et on va en acheter aux États-Unis. Je trouve que c'est pas mal quand même, hein, en termes de... Les problèmes, ils vont arriver. Alors, est-ce que Poutine a réussi? Pour moi, Poutine a planifié son opération sur l'Ukraine, pas forcément militaire, mais son opération de mainmise sur l'Ukraine d'une manière ou d'une autre depuis de nombreuses années. Nord Stream 1, Nord Stream 2, donc c'est 2010-2012, la mise en place du contournement de l'Ukraine en termes d'approvisionnement en gaz et en pétrole, simplement parce qu'il y a des royalties qui étaient données à l'Ukraine. Donc on vient à cette vision stratégique et d'affaiblir économiquement l'Ukraine pour la rendre plus vulnérable. Et avec la complicité des Allemands. Il ne faut pas l'oublier. Donc, là, c'était ça. Ensuite, il a créé cette dépendance. Mais pourquoi? Parce qu'il était beaucoup moins cher. Il fait ce qu'il veut, le cours du gaz ou du pétrole, je pense que ce n'est pas trop son problème en fait, hein. Il fait ce qu'il veut. Donc il a réussi finalement à créer cette dépendance. Ensuite, on était bien content, on ne peut pas l'oublier, c'est pas Poutine qui a fait ça tout seul.
Normalement, un contrat, ça se fait à deux. C'est qu'on voulait bien. Alors, c'est vrai que la France était moins dépendante en gaz que l'Allemagne. Alors l'Allemagne, 40% de son gaz venant, oui c'était 40, ou 35, venant de Russie, elle l'a bien voulu, avec un Schröder quand même chez Gazprom, et qui avait encore son bureau au Bundestag, avec du personnel et un salaire. Donc la collusion, j'utilise le terme volontiers, la collusion au niveau politique et économique d'un certain nombre de gouvernants a contribué à donner de la puissance à Poutine, et que comme il voyait notre faiblesse et notre dépendance, à un moment donné, sa stratégie globale, elle a été montée, et il a abouti finalement à la stratégie militaire, parce que pour lui, on est en position de faiblesse. Dépendance avérée, une volonté de ne pas prendre de décision. Parce que rappelle-toi l'histoire de la faiblesse de l'Europe à l'été 2021, tous les débats qu'il y avait, où tout le monde se déchirait. Les États-Unis qui quittent l'Afghanistan, la queue entre les jambes, en abandonnant leurs alliés en ne les prévenant pas. Donc des États-Unis qui ne sont pas intéressés par l'Europe, qui ne veulent pas assurer leur rôle de gendarme du monde qu'ils assumaient jusqu'à présent. Finalement, et puis une armée ukrainienne d'un autre côté qui montait en puissance, tout est lié, hein, montait en puissance pour être en mesure de reprendre le Donbass. Parce que ça, on ne le dit pas assez. L'armée ukrainienne montait en puissance pour reprendre le Donbass. Donc entre les questions économiques, les questions militaires, les questions politiques et toutes les vulnérabilités ou les faiblesses qu'on a mises sur la table, laissant croire finalement, et je ne sais pas, j'ai utilisé le mot détermination tout à l'heure, et de volonté, hein, pour nous. Ce qu'on a montré, c'est une faiblesse. L'Europe ne pourra rien faire, les Américains, ça ne les intéresse pas, l'Ukraine en plus risque de nous attaquer et de récupérer le Donbass, et ben je tente ma chance militairement parlant, parce que je n'aboutis pas, au point de vue politique et économique, à avoir tout ce que je veux. Et donc, les circonstances, c'est ça. Donc effectivement, les dépendances ont été créées, et je dis que c'est une planification à long terme. Et il suffit de regarder quand même que Poutine est au pouvoir depuis l'an 2000. Alors, comme Erdogan, comme quelques autres. Hein. Et en plus du KGB. Hein, voilà. Donc voilà, donc pour moi, il y a une stratégie à long terme qui était menée, qui n'était pas à vocation militaire au départ, même s'il a réarmé, mais à partir de 2008 seulement. Hein, c'est à partir de 2008 qu'il a remonté l'armée. Mais le but était bien de créer cette situation, et il y a eu l'opportunité, une fenêtre d'opportunité. Et bon, bah, il s'est engouffré. Voilà. Et l'économie en fait partie, sans aucun doute. Parce qu'en plus, l'Ukraine, comme j'ai dit à plusieurs reprises, était dépendante quand même d'une partie des royalties versées par la Russie pour l'acheminement du gaz en Europe. Et ça ne nous a pas posé état d'âme. Jamais le gazoduc n'a été détruit depuis 2014. Jamais. Et même au début du conflit, je ne sais pas où c'en est aujourd'hui, les 6 premiers mois, le gaz a continué de circuler de la Russie vers l'Europe par l'Ukraine. Je m'interroge quand même. Je m'interroge. Quand je dis collusion, il y a des conflits, il y a des convergences d'intérêts. Voilà. Mais bah, une autre époque, c'était la Suède qui vendait du cuivre à l'Allemagne nazie, ça ne passait pas d'état d'âme non plus. Autre question. Oui. Voilà. Je voulais savoir ce que vous allez nous dire sur l'engagement de la Biélorussie. Est-ce qu'ils vont y aller? Alors, Loukachenko, pareil, pouvoir depuis 20 ans. Hein. Soumis à des sanctions depuis, renforcées depuis 2020, puis la 5e élection truquée. Alors, j'ai présenté effectivement l'instrumentalisation de la migration, mais c'est sur 4000, 5000. Hein. Donc c'est vraiment, vraiment une action hybride. Hein. C'est pas idiot d'ailleurs, hein. Mais le Maroc a fait la même chose. Hein. Et puis la Turquie aussi, n'oublions pas. Donc il a fait. Il faut vous rappeler un peu tous les gens qui utilisent l'immigration contre nous. Hein. Donc là, Loukachenko, Loukachenko, il a besoin de rester au pouvoir. Mais avec toutes les sanctions qu'on a rajoutées sur lui depuis 2020, bah, il a été sauvé par Poutine. Donc il tombait. N'oublions pas la révolte populaire et le départ des dissidents. Donc c'est Poutine qui lui a sauvé sa tête, alors que Loukachenko, pendant 20 ans, a toujours essayé de ne pas être dépendant de la Russie. Mais la Russie lui vendait aussi du gaz, bon, gaz, à un prix très bas pour qu'il puisse nous le revendre plus cher. Mais oui, non, mais c'est comme ça que ça marche. Hein. Il y a des gazoducs qui passent aussi par la Biélorussie. Hein. C'est un autre gazoduc, c'est plus, je crois que c'est des gazoducs amitiés, hein, je crois que c'est ça. Hein. Donc, c'était déjà le cas. Maintenant, il s'est mis sous la dépendance de Poutine. Il a une armée de 40-45 000 hommes, dont en gros 20 000 seraient opérationnels, pour une superficie, je ne sais plus, c'est 200 000 km², donc 40% de la France, avec beaucoup de frontières. Donc, j'irais militairement, je ne vois pas comment, alors que l'armée ait son soutien, je ne vois pas comment il pourrait se permettre d'envoyer beaucoup de soldats à la guerre.
Ensuite, l'opposition biélorusse, ou la population biélorusse, est contre la guerre. Mais Loukachenko aussi, hein, même s'il a obtenu le grade de colonel honoraire dans l'armée russe. Il a demandé il y a quelques mois. Donc, non, il est là pour rester au pouvoir, ne pas se retrouver en une situation militaire. Par contre, il sert de base arrière aux Russes, c'est très clair. Mais l'offensive venant du Nord, que les Ukrainiens ont présentée il y a 3 semaines régulièrement, ça a déjà eu lieu il y a 10 mois, c'était un échec. D'abord, le terrain ne s'y prête pas très bien. Et ensuite, c'est une attaque annoncée. Donc, une attaque annoncée, ça veut dire une attaque détruite. Voilà. Donc, c'est une pression sur le Nord. Donc, je ne crois pas personnellement que Loukachenko se lance dans une telle aventure. Lui, il ménage la chèvre le chou. Il veut rester au pouvoir. Il n'a pas une armée capable de renfermer, même s'il y a de l'entraînement actuellement, très bien. Bon, peut-être qu'il pourrait fournir quelques unités, mais dans ces cas-là, il devrait être co-belligérant. Là, on peut faire un peu les yeux en disant non, il n'est pas vraiment co-belligérant parce qu'il n'envoie pas ses soldats sur le terrain. La co-belligérance, c'est un vrai sujet. La co-belligérance, c'est quand vous acceptez d'envoyer des soldats se faire tuer. Mais si vous restez chez vous, finalement, vous n'êtes pas co-belligérant, même si vous apportez un soutien logistique. Vous voyez, c'est un peu l'hypocrisie de la guerre dont je parlais tout à l'heure. Intéressante l'hypocrisie, hein. Elle est très utile. Hein. C'est pour ça que je ne crois pas qu'il soit tenté, sauf si la restructuration de l'armée russe actuelle, la préparation d'une peut-être grande offensive victorieuse, fasse appel à tous les moyens disponibles. Et donc, effectivement, on aurait cette attaque du Nord, cette attaque de l'Est, éventuellement du Sud, mais je pense qu'il resterait plutôt en attente, pour essayer de conquérir les 4 derniers oblasts, tout en menaçant Kiev, mais sans être capable, je crois, de prendre Kiev, parce que de toute façon, les Ukrainiens, ils sont équipés, ils sont entraînés, je ne vois pas comment les Russes passeraient aujourd'hui, voilà. Mais la pression peut exister, et si vous protégez contre le Nord biélorusse, ben vous ne mettez pas les soldats à l'Est. Donc l'Est est refragilisé, et donc l'armée russe peut avancer. Voilà. Donc je ne crois pas que Loukachenko soit une menace réelle, sauf cas extrême, si, dans le cas, s'il y avait vraiment un... vous savez, la grande bataille, la mer des batailles, comme dirait Saddam Hussein à notre temps, la mer des batailles qui se profile, et que là, Poutine fasse vraiment une pression sur Loukachenko pour qu'il s'y mette. Voilà. Un avis très personnel, je n'ai pas d'éléments particuliers. Il y a un pays dont on ne parle plus, et qui est menacé, c'est quand même l'Arménie. Parce que l'Arménie, aujourd'hui, on n'en parle plus, alors qu'elle est quand même menacée, puisqu'une partie de son territoire a déjà été annexée. Les Russes, paraît-il, ont une présence, mais très très discrète. Donc on peut se poser la question, que va devenir l'Arménie? L'Arménie n'intéresse personne. Et c'est pas parce qu'on a des minorités arméniennes très actives en France ou ailleurs que ça va changer quelque chose. C'est la réelle politique. Hein. Ça n'intéresse personne. Et puis, là, c'est pour l'aspect occidental. Sur l'aspect russe, oui, il y avait 3000 hommes, maintien de la paix, plus une base en Arménie, du maintien de la paix et une base en Arménie. Je pense qu'une partie des effectifs sont partis ailleurs, hein, parce qu'ils les cherchent partout. Donc voilà, donc, peu de capacité de réaction. Maintenant, n'oublions pas les accords raisonnables entre la Turquie et la Russie. Parce que la Turquie est partie prenante. C'est elle qui a formé l'armée et fourni des assistants militaires aux forces azéries. Il y a un problème entre musulmans et chrétiens. Alors c'est vrai qu'on pourrait le dire, vu de l'extérieur, bon, je n'ai pas d'éléments pour affirmer quoi que ce soit, je n'ai pas l'impression, on est plus, je dirais, dans le choc, les massacres qui remontent du passé, alors peut-être à l'origine des massacres religieux, c'est vrai, mais aujourd'hui c'est une haine simple entre Azéris et Arméniens. Voilà, c'est comme ça que je verrai les choses. Voilà. Mais personne, alors je parle de détermination, je ne vois pas l'Europe, d'abord c'est vrai, vous avez raison, personne n'en a beaucoup parlé, peut-être au Parlement européen, j'en sais rien, mais n'oublions pas le facteur turc. Alors, vous remarquerez que Poutine n'a jamais défini exactement ses objectifs stratégiques, il n'a parlé que de dénazification, en gros, hein, D'ailleurs, excusez-moi, la dénazification, pardon, je vais y arriver. C'est pas lié à une histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois entendre ça dans des documents d'histoire. Il n'y a pas eu une histoire où les Ukrainiens ont été un peu en collaboration avec les nazis et... Bon, vous avez un article dans Le Monde de la semaine dernière sur Bandera. Bandera qui a été aux côtés des nazis en Ukraine, c'est un Ukrainien. On attribue aussi aux Ukrainiens pro-nazis le massacre de Juifs, 30 000 Juifs, je ne sais plus dans quelle ville. Babilla. Voilà.
Voilà, ça c'est l'aspect. Ensuite, comme il a cru qu'il pourrait avoir un État autonome, même sous l'autorité nazie, les nazis, oui, non, pas comme ça que ça marche. Du coup, il s'est retrouvé en tôle. Mais il n'a pas été exécuté, c'est déjà pas si mal. Hein. Et après, il est revenu donc comme résistant aux soviétiques. Hein. Donc la résistance ukrainienne a existé jusqu'en 1952-53 hein, contre les soviétiques. Et les Russes, bien sûr, mettent Bandera en avant en disant, vous voyez bien, c'est un nazi. Mais l'article du Monde quand même est intéressant, je vous invite à le lire, hein, parce que au début on peut croire que ce n'est pas tout à fait vrai, mais quand vous regardez toutes les nuances du Monde, il y a quand même un extrémisme de droite ukrainien qui a été dénoncé par Poutine au début de la guerre, qui manifestement existe un peu quand même. Hein. Mais vous avez bien qu'il y a aussi l'extrême droite nazie en Russie, ce qui est un peu paradoxal, qui pourrait peut-être s'entendre pour faire tout ensemble, ça c'est un autre sujet. Hein, voilà. Voilà. Donc voilà, donc ça, ça se fait là. Donc il y a Bandera, effectivement, et qui devient une icône, en quelque sorte, dans une partie de la Russie. Et je crois que le Parlement ukrainien lui a donné une position particulière en tant que héros. Il faut lire l'article. Hein. Mais voilà, donc ça fait un peu quand même jaser. Hein, et ça donne quand même du grain à moudre à la Russie. Bien sûr. Parce qu'il dit, je suis là pour dénazifier. Donc pour revenir à la question, donc c'était plutôt une guerre idéologique, peut-être qu'on l'a vu. Hein, pas une guerre géographique, oserais-je dire, traditionnelle. Donc, vous n'entendez pas Poutine exprimer un objectif militaire sur le terrain. En fait, il ne dit rien. Moi, je n'ai pas le souvenir qu'il ait dit quoi que ce soit. Et donc, c'est pas idiot, ça évite de se planter. Hein. Donc maintenant, au bout de 10 mois, qu'est-ce qu'on peut dire? Que peut-être il voulait prendre Kiev. Il est certain que, enfin, il a été dit que oui, les équipes de tueurs devaient éliminer Zelensky, qu'il y avait les commandos, très bien, aussi fortement possible. Hein. La réalité sur le terrain aujourd'hui, maintenant, il est obligé de limiter ses ambitions. C'est quoi? Bah, c'est préserver les 4 oblasts qu'il a conquis, qui sont considérés comme faisant partie de l'État russe. Je ne vois pas comment il peut les lâcher, sauf en les perdant au combat. C'est garder la Crimée. Et puis finalement, geler la ligne de front, c'est ce qu'on voit à peu près aujourd'hui, hein, sur une frontière. L'idéal, ce serait, militairement parlant, qu'il y ait une frontière naturelle. Je ne la vois pas trop, à part le Dniepr, qui est quand même un peu plus à l'ouest. Hein. Je ne vois pas comment il peut y retourner. Mais voilà, une frontière à peu près naturelle, où il va préserver ses gains, ce qui lui permet d'éviter de perdre la face. Et puis finalement, il va amputer l'Ukraine de 10 à 16% de son territoire. Hein, voilà. Donc moi, je pense que c'est cet objectif-là aujourd'hui, il en est réduit à cela. Et en même temps, je fais la remarque suivante, même si on n'a pas trop d'éléments pour le prouver, c'est qu'il transforme sa société non plus idéologiquement, mais aussi économiquement. Ça se transforme en économie de guerre. On a bien parlé de mobilisation. La propagande marche à fond. Il y a eu un reportage il y a 2-3 jours sur ces enfants qu'on militarise, ces jeunes enfants. Donc c'est la société qui se met en guerre. Ce qui veut dire explicitement, il ne cédera pas s'il ne perd pas. Il ne peut que perdre ou gagner. Maintenant, la notion de victoire, mais en fait, on la résumerait aux 4 oblasts et puis garder la Crimée. On a l'impression qu'il ne perdra jamais. Voilà, donc ce sont des messages pour montrer, bah oui, et puis avec dire voilà ce qu'il y a à bord. Alors les missiles hypersoniques, effectivement, ça se vend beaucoup actuellement, c'est un beau produit. Donc les Russes, ils en avaient tiré, paraît-il, 2 au début de la guerre, on les a pas revus après, et c'est pas une arme qui change la guerre. Hein. On est presque dans la psychologie. D'abord les Américains, ils disent ça y est, ils en ont, ils vont produire. Les Chinois aussi, il semblerait qu'ils les aient aussi. Voilà, donc il y a bon, c'est la course à l'armement. On est parti pour la course à l'armement. Voilà, j'ai répondu vaguement, mais tout est message. Hein. Dire qu'on a une arme super, comme les super sous-marins qui sont sortis il y a 3 semaines, un mois, équipés d'une torpille à 2 mégatonnes, en gros ça fait 100 fois Hiroshima, hein, je ne comprends pas. Vous voyez, on est dans l'information pour faire peur, et aujourd'hui on est clair. Maintenant pour ta première question, le problème c'est que il faut qu'on change un peu, comme on dit, notre logiciel. On est bon en contre-insurrection, parce que c'est ce qu'on a fait, ce qui nous coûtait le moins cher. Donc avec 5000 hommes, on obtient 10 fois la superficie de la France, c'est qu'on n'est pas si mauvais, hein, et qu'on élimine comme pas mal de gens en face. Hein, voilà, donc on élimine des personnes, c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, c'est pas la vraie guerre, hein, c'est une guerre exotique. Hein. La vraie guerre est revenue. Donc maintenant, comment faire de la guerre haute intensité? Eh ben, ça veut dire ça a un peu commencé, arrêter de désagréger l'outil militaire. Ça commence déjà aussi par avoir des hôpitaux militaires qui fonctionnent complètement et qu'on arrête de les déflationner et déflationner nos médecins militaires, parce que c'est comme dans le civil. Hein. Voilà. Ça veut dire aussi, on parlait de réarmement moral, pour avoir de bons soldats.
et les Ukrainiens nous le montrent, il faut être motivé. Donc que défendons-nous? Qu'est-ce que nos soldats doivent défendre? Et comment reconnaît-on ce qu'ils font pour la France? Donc il y a tout un accompagnement moral de la société française pour accompagner ces combattants au demeurant professionnel au départ. Parce que c'est pas que la solde qu'ils ont qui sont récompensés. Voilà. Donc ils font ça parce que ils y croient. Et puis quand ils y croient pas, on les aide à y croire. Donc c'est ça aussi, c'est important. On est là pour sortir les carats. Voilà. Ça c'est l'aspect, je dirais, voilà, professionnel. Mais, guerre haute intensité. Le problème, c'est ce que nous montre l'Ukraine. C'est qu'une fois que l'armée d'active est au combat et qu'elle est usée, il faudra compléter les rangs. S'il y a mobilisation sous mobilisation du côté ukrainien, ou russe, c'est bien parce qu'il faut remplacer les morts. Ça veut dire qu'on ne peut plus se contenter d'avoir une armée d'active comme chez nous, en gros 110 000 hommes pour l'armée de terre, sachant qu'il n'y a pas 110 000 combattants, et qu'une guerre de haute intensité veut dire un taux d'attrition élevé, et il faudra recompléter les effectifs avec du réservisme dans un premier temps. C'est pour ça que les réservistes vont augmenter, vont être doublés. On va passer à 45 000 d'un coup, comme l'Ukraine, en gros, au départ. 45 000, mais après, il faut aller encore plus loin. Il faut aussi que la suspension du service militaire, qu'on a vaguement évoqué tout à l'heure, soit réétudiée. Et ce n'est pas le service civique ou le service national universel qui va y faire grand-chose. Nous le savons tous. C'est à un moment donné, il faut que la société française, même si la menace n'existe pas réellement, mais qu'elle accepte qu'à un moment donné, on soit peut-être contraint de faire un effort supplémentaire pour défendre notre pays dans des situations de haute intensité, donc avec des morts, des blessés et des coups autres d'ailleurs, où l'armée professionnelle aura fait son job, mais que si ça dure trop longtemps, il y aura au moins les réservistes, mais une fois que les réservistes seront consommés, ce seront les citoyens lambda. Et moi je ne crois pas qu'on puisse être citoyen sans accepter de porter une arme un jour pour défendre son pays. La citoyenneté, elle est totale. Elle n'est pas à géométrie variable en fonction de son intérêt personnel. D'où ma réflexion sur la contrainte. Il y a un moment, il faut que la société française accepte. Maintenant, ça ne veut pas dire établir un service militaire. Simplement parce que c'est ingérable et qu'on n'a pas l'argent et qu'on n'a pas les cas. Voilà. Tout a été fait pour qu'il n'y ait plus rien. On n'a plus de caserne, on n'a plus rien. Donc voilà. Maintenant, il faut trouver un système, alors peut-être plus de réservistes. Parce que c'est vrai que le volontariat donne une force terrible. Mais il y a un moment, l'Ukraine nous le montre. Ce ne sont plus des réservistes, ce ne sont plus des volontaires. Ce sont des gens qu'on a mobilisés. Et la mobilisation, c'est dans le code de la défense. Avec que les Russes dans leur effort de mobilisation. Bon, je pense que c'était un peu le mot de la fin. Donc, merci beaucoup, mon général. Merci beaucoup, mon cher François. Je pense qu'on peut l'applaudir pour la diplomatique et, bien entendu, géopolitique. Tout ça est très complexe. On va voir comment l'Europe arrive à surmonter. Je ne doute pas qu'on arrive à le faire. En tout cas, un grand merci à toi, mon général. Et puis, je vous invite maintenant à aller prendre le pot d'amitié. Je ne sais pas si Madame la maire a nous rajouter. Un grand merci, général. Je pense que voilà, on a tous apprécié à la fois la présentation et puis le débat mené. Je pense qu'on aurait poursuivi encore. Il reviendra. Comment? Il reviendra. Voilà, il viendrait. Vous voyez la demande, je pense que tout le monde va dans ce sens. Un grand merci encore et puis on se retrouve effectivement pour un petit pot de l'amitié. Merci à vous tous.